Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode du podcast, nouveau setup, et notre invité aujourd'hui c'est Jade Sage. Ancienne assistante d'Antibes, de Lasvel et de Denain notamment, on a voulu parler avec elle de ce que c'était que de s'imposer dans un monde déjà très masculin, et en plus dans un monde où il y a au final très peu d'offres, le nombre est fermé et il y a toujours plus de demandes, comment c'est difficile de s'imposer en tant que coach dans le monde professionnel. Elle est aujourd'hui sans club et on a voulu parler de cette difficulté-là, mais également de tout ce qu'elle mettait en place afin de pouvoir arriver à son but. Puis on a également parlé de comment elle en était arrivée là, de son besoin de transmettre, de sa loyauté envers les coachs, du rôle d'assistant et comment tout cela revient à sa volonté, étant petite, d'être joueuse et avec une petite idée en tête, toujours obstinée et perfectionniste. On espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, donnez un petit like, abonnez-vous, partagez-la le plus possible. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Je te propose qu'on commence par parler de ta passion pour le basket. Comment t'es tombé dans la marmite? C'est ma question préférée pour commencer un podcast parce que c'est toujours ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve. Ah, écoute, je vais pas te mentir, je suis tombée un peu par hasard dans le basket, parce que auparavant je faisais pas du tout de basket. J'ai commencé, à faire du judo à partir de 3 ans et il s'est avéré que voilà, plus tu grandis, plus, j'étais, au-dessus de la moyenne, au niveau de la taille. Donc tu as beaucoup de gens qui viennent te dire, «Ah mais t'es grand, tu devrais faire du basket», le cliché. Ouais. Et à force, tu te dis: «Bah, allez, pourquoi pas, on va tenter». Et du coup, arrivé en U11, c'est en U11 que j'ai commencé le basket et Ok. tout s'est enchaîné, en fait, très, très vite. De U11, après, je suis passée en sport-études à Bordeaux, à Aliénor d'Aquitaine, et après j'ai enchaîné avec le pôle espoir, Aquitaine. Et après les centres de formation et tout ça, en fait. Donc en fait, ça a été super vite. J'ai commencé tard, mais ça a été super vite et j'ai pas trop compris au début ce qui se passait. Moi, on me dit: «Bah, tu vas là», bah, je vais là, il y a une sélection là, un rassemblement là, bah, ouais, tu vois? Parce que tu as envie de jouer au basket et que tu aimes bien, en fait. Au final, ça a été, un engrenage bah, voilà, aujourd'hui, j'y suis encore, hein, dans un autre domaine, mais j'y suis encore. Donc Ouais. ouais, ça a été vraiment, un pur hasard parce que, les gens qui te voient grande et costaud, à l'époque, ils te disent: «Ouais, bah, fais du basket, tu grande, fais du basket». Donc ça a été vraiment, C'est pur notre, hasard, quoi. c'est notre méthode de recrutement première, hein, nous les basketteurs. Hein. On voit des grands Ouais, et on va les voilà, voir. mais Coucou. mais bon, quand tu vois maintenant la taille que je fais et tout ça, tu te dis: «Ouais, ouais, grande, c'est un euphémisme, hein». Franchement, c'était à l'époque, hein, depuis, ça s'est arrêté, quoi. Donc T'as arrêté ta croissance tôt, quoi. bon, tôt non, mais normal, quoi. J'ai pas atteint le mètre 80, donc tu vois, pour te dire, c'est pas ça s'est arrêté, Ouais, quoi. mais pour. Mais Non, mais parce qu'il y a toujours le double standard. Dans le monde du basket, c'est petit, mais de manière générale, dans le monde normal, tu es une grande femme. oui, peut-être, mais là, je te parle de dans notre domaine, quoi, où J'entends bien, j'entends bien. je suis pas très grande, quoi. Non, 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 mais c'est, voilà, c'est toujours marrant d'ailleurs, hein, parce que moi, je sais que j'ai toujours été le plus petit de mes équipes et on m'a toujours dit, moi, dans la vie normale, mais t'es super grand. Alors, C'est ça, selon vos standards, oui, mais selon mes standards, pas du tout. c'est ça. Il y a quand tu travailles, t'es comme ça. Quand tu dans la vie normale, t'es un peu comme ça, quoi. Donc il y C'est a ça, 2 c'est salles, ça, 2 ambiances. exactement. Mais du coup, ça, pour toi, à quel moment t'as commencé à te dire, à le prendre sérieusement, le basket? Parce qu'au début, enfin, à 11 ans, tu sais pas ce que c'est vraiment. Euh, tu t'amuses, quoi. Il y a un moment vraiment Ah qui a bah, été totalement. déclic de j'ai envie de continuer. Ouais, Bah, déjà, c'est quand on vient te dire que tu as la possibilité de rentrer au pôle espoir. Tu Toi, tu sais pas ce que c'est, hein, enfin, tu sais, on te prend à part, on te dit: «Voilà, vous êtes potentiellement sélectionnable pour le pôle espoir». Toi, tu te dis: «Ah cool, c'est bien, on va jouer au basket», mais tu prends pas forcément la mesure des choses. Et c'est après, en fait, quand tu es au pôle, tu vois un peu tout ce qui se passe, tu entends les coachs qui discutent, qui te racontent un peu, enfin, tu vis, les prémices du haut niveau. Et tu te dis: «Bah, pourquoi pas toi, en fait?» Parce qu'après, tu sais, à la fin, tu cherches un centre de formation. Donc c'est soit tu cherches un centre de formation, soit,
t'en charges pas et c'est pas bien grave non plus, mais c'est durant ces années-là où tu te dis, ouais, bah, on te dit que tu peux en faire ton métier, on te dit qu'il y a des possibilités, on te dit que tu peux encore continuer après le pôle, donc voilà, tu prends la mesure des choses, tu as envie de progresser, d'être, chaque jour meilleur et tu te vois pas faire autre chose, en fait, dans ta vie. Quand tu le fais tous les jours, en fait, tu te dis: «Bah, non, mais c'est ça que je veux faire». Tu sais pas si tu vas y arriver. Toi, dans ta tête, tu te dis: «Oui, à l'époque, je vais y arriver, de toute façon, je fais que ça», mais parce qu'à cette époque-là, tu es jeune, insouciant et tu te dis, «Bah, moi, je vais y arriver et je m'en fous», mais mais voilà et tu cherches, enfin, tu continues de bosser, de te créer des opportunités, parce qu'il y a la concurrence, hein, on va pas se mentir, on est tous, il y a peu d'élus, il y a beaucoup d'appels mais peu d'élus, donc voilà, tu te bats chaque jour pour être, l'élu en question. Alors après, l'avenir te dit si tu l'es ou pas. Voilà, c'est la problématique de tout sportif de haut niveau dans n'importe quel sport, donc voilà, mais ouais, c'est à partir du pôle où moi je me suis dit: «Ouais, il y a quelque chose à faire, quoi, potentiellement quelque chose à faire». Et à ce moment-là, la petite Jade, elle avait des rêves de, je sais pas, d'être physicienne, astronaute, infirmière, vétérinaire, ou tu te rappelles ou pas du tout? Non, Jade, elle voulait juste faire du basket, elle voulait être basketteuse professionnelle, tu vois. Elle avait juste ça en tête. Le reste, c'était anecdotique. Non, non, c'était manger basket, se lever basket. Il y avait que ça qui comptait. Je saoulais tous mes proches, encore aujourd'hui, hein, je vais pas te mentir, hein, mais non, non, le basket, c'est ma vie. C'était ma vie à l'époque et ça l'est toujours aussi aujourd'hui, mais non, non, je ne voyais rien d'autre que ça. C'était, bah, tu connais un peu le contexte, hein. Toute la semaine, tu t'entraînes tous les jours. Le week-end, tu rentres chez toi, tu as à peine le temps de dire bonjour à papa, maman, tout ça. Donc, tu laves ton linge. Le jour même, le soir, tu as entraînement. Le lendemain aussi, j'avais entraînement le samedi. Et le dimanche, tu joues, en fait. Donc, en fait, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu t'aimes ce que tu fais, t'es content. Alors, peut-être que tes proches, eux, ils le voient pas de cette manière-là, mais toi, t'es, t'es- moi, en tout cas, je l'ai vécu. C'était Disneyland tous les jours, hein. Tu t'entraînais, tu jouais, tu t'entraînais, tu jouais. C'était fabuleux ces années-là. La passion au terme, au sens originel du terme, quoi. Où C'est vraiment ça. tu es passionné et C'est tu vis ton truc à fond. c'est exactement ça. Et tu prends du Ouais. plaisir à faire ça, en fait, tu vois. Ta famille est pas du tout basket à la base, on est d'accord, hein. Pas du tout. Non, non, ils ont jamais eu. Personne n'a fait. Personne. Personne. Non, non, c'était. Mes grands-parents, ils faisaient du vélo, ils étaient cyclotouristes. Ma mère courait des marathons. Voilà, elle aimait beaucoup la course à pied, elle courait des marathons de temps à autre. Mais non, non, il n'y avait aucun Ouais, lien avec le basket du il y tout, avait un quoi. gène C'est de vraiment. sportif quand même. Oui, oui, famille de sportifs, mais pas de sportifs de haut niveau. Beaucoup de sports, mais de sports Ouais, ouais. amateurs, voilà, mais j'ai aucun sportif de haut niveau dans ma famille où, tu vois, c'est vraiment pur hasard, quoi. Le sport faisait partie Ouais. de notre équilibre de vie. J'ai toujours vu, voilà, mes grands-parents, ma famille faire du sport, du foot, comme beaucoup dans toutes les familles, tu as toujours des gens qui font du foot, mais pas de haut niveau du tout, quoi. C'était pas du tout, je connaissais pas du tout ça, je savais pas du tout ce qu'était ce monde-là du tout, en fait. Donc pour moi, le sport, c'était pour s'amuser au début et c'est après, Et, comme je t'ai dit, tu rentres au pôle, tu te dis: «Ah, en fait, tu peux». Même quand tu vois des sportifs de haut niveau à la télé, quand tu te dis pas quand tu es jeune comme ça, tu te dis pas que c'est un métier, en fait. Enfin, tu pas cette réflexion-là, quoi. ouais. Ouais, je vois très bien. Je vois très bien. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce genre de cas, c'est que toi, tu connais pas le milieu, mais ça veut dire que même tes parents ne connaissent pas le milieu. Ce qui est à la fois un avantage parce qu'il n'y a pas le côté un peu parfois pression qu'il peut y avoir, mais c'est aussi un inconvénient aussi parce que bah, ils savent pas trop comment t'aider. Euh, comment tu l'as vécu? Ils t'ont poussé vers ça, ils t'ont dit attention quand même, te lance pas trop dans le basket, faut faire tes études à côté. Ils ont eu quelle approche pas avec toi? Alors, il faut savoir que j'ai quand même, je sais quand je sais ce que je veux, j'y vais
je laisse pas trop le choix aux gens, en fait, donc même avec ma famille. Mais ils m'ont accompagnée, en fait. Et ça a été ils m'ont accompagnée, moi, je leur avais dit, enfin, quand ils ont vu, en fait, comme moi, ce qu'il pouvait y avoir, ils m'ont toujours emmenée à mes compétitions, enfin, aux matchs, aux sélections, voilà. Tu sais, les parents qui s'organisent pour emmener les enfants de chacun et chacune, aux Ouais. événements régionaux, et tout ça. Et du coup, du coup, bah, ils m'ont accompagnée, mais c'était plus moi qui étais, maître de mon projet et qui emmenait un peu tout le monde dans mon sillage, en fait. Je savais ce que je voulais et ma famille m'a laissé faire. Alors après, toujours pareil, hein, le basket, oui, mais il fallait que j'ai un projet d'études à côté. Donc le deal, c'était, en gros, tu fais ce que tu veux, mais je veux que tu ramènes, des bonnes notes, des diplômes, enfin voilà, il faut qu'il y ait un projet d'études à côté. Tu ne fais pas que du basket, c'est un projet, 50-50 où voilà. Moi, j'avais pas ce recul-là sur les choses à l'époque parce que, bah, voilà, c'était basket, 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 mais c'était le deal et le deal, c'était: «OK, tu fais ce que tu veux dans ton sport, mais à côté, voilà, il faut que tu aies un projet professionnel scolaire du moins, voilà, qui tienne la route et si ça marche pas, c'est on arrête tout». Voilà, c'était simple, efficace, mais voilà, il y avait, moi, j'étais prête à faire cette concession-là parce que aussi, bah, l'école, ça a jamais été un problème, hein, on va pas se mentir, mais voilà, mes parents m'ont suivi, ma mère et mon beau-père m'ont suivi, dans cette ligne-là parce que, bah, je leur ai pas trop laissé le choix non plus, hein, mais ce deal était carré pour moi aussi, quoi. La petite Jade était têtue, peut-être, un petit peu. Disons qu'elle savait où est-ce qu'elle voulait aller, quoi. Elle avait elle savait où elle voulait aller et personne pouvait lui dire quoi faire à ce moment-là, en fait, donc voilà. Et têtu, c'est pas un défaut, hein. Quand tu Non, sais où non, tu vas et que c'est... non, non, mais après c'était, attention, hein, tout le temps dans le respect des parents, hein. Il y avait toujours eu du dialogue sur ça, mais il y avait c'était pas négociable que je ne puisse pas me donner les moyens d'atteindre, mon objectif en tout cas, donc je pouvais faire des concessions pour, les études et tout ça, mais en tout cas, c'était la ligne directrice, Ouais, c'était celle-là et il fallait que, pour moi, je l'atteigne, heu, du moins que je me donne les moyens de l'atteindre sans qu'il y ait de comment dire? Pas des parasites, c'est un peu fort comme mot, mais qu'il y ait des petits des coincements ou tu vois, des choses qui puissent m'en empêcher, tu vois? Et du coup, bah, le fait que ma famille, comprenne ça, ça a été très, très bien dès le départ, en fait. Donc ça me permettait de rentrer ouais. sur le chemin, d'une manière assez sereine et avec toutes les clés en main pour me donner les moyens de réussir. C'est une sacrée richesse, ça, hein, parce que... et sans même parler des enfants de 11 ans qui savent même pas ce que c'est, mais il y a plein de gens qui ont la vingtaine, la trentaine, la quarantaine et qui savent pas ce qu'ils veulent dans la vie, qui savent pas, qui ont pas forcément de passion, parce qu'ils trouvent pas ou parce on leur a pas enseigné à chercher. Toi, trouver une voie comme ça super tôt, et savoir que c'est ça que tu veux et y aller à fond et savoir mettre l'énergie vers cet objectif-là, c'est une sacrée richesse, hein. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de la Ouais, trouver déjà, et après de mais tu t'en mettre rends pas ce compte, en que... fait. Enfin, moi Ouais, je- j'ai toujours été comme ça, en fait, tu vois? C'est quand je fais un truc, j'y vais à fond. Je sais pas faire dans la demi-mesure, en fait. C'est soit j'y vais pas, soit j'y vais à fond. Faire les choses à moitié ou tu vois, où je serai pas performante, je vais pas et ça va je vais pas faire bien mon travail et je vais pas mettre les gens avec qui je travaille ou les gens du moins avec qui, je gravite ne seront pas dans les meilleures dispositions du moins et ça c'est quelque chose sur lequel, je pourrais m'en vouloir en fait. Enfin je m'en voudrais. C'est pas je pourrais, c'est que je m'en voudrais de pas avoir fait les choses à fond, pour les gens qui m'entourent et pour moi-même en fait. Donc quand je fais un truc, j'y vais à fond. Quitte à ce que je me vautre, je me vautrerai, en ayant tout donné et je pourrais me regarder
dans un miroir en me disant: «Bah, OK, t'as tout donné, tu peux pas tu rien à regretter». La vie veut aussi que, bah, je suis assez perfectionniste et du coup, bah, je trouve toujours quelque chose à dire: «Putain, mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, non mais si». C'est tu trouves toujours, mais tu essayes de réduire du moins ça en te donnant à fond, en disant: «OK, bah, peut-être que même si j'avais pu faire ça, mais au final, à l'instant T, j'ai tout donné avec les ressources et les clés que j'avais». Après, quand tu fais un feedback et que tu fais un retour sur ce qui s'est passé, tu te dis: «Est-ce que tu aurais fait ça? Est-ce que tu aurais fait ça? Est-ce que tu aurais pu faire ça? Est-ce que tu aurais pensé à faire ça? Est-ce que ça aurait marché?» Ça, c'est des choses qui te permettent aussi, bah, du coup, de porter de l'eau à ton moulin et que les expériences que tu as vécues, elles te servent pour des prochaines expériences, en fait. Mais moi, je suis quelqu'un qui, quand j'y vais à fond et je me donne, à 200, 300, 400 quitte à plus avoir d'énergie après, de dire: «Ah ouais, en fait, je suis peut-être allé un peu faut peut-être que je lève un peu le pied», mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne et si je le fais pas, je m'en voudrais pour les autres, pour moi-même et enfin, parce que quand tu fais ce genre de projet-là, oui, c'est un projet personnel, mais il faut savoir aussi qu'il y a aussi du monde autour de toi et qui prend aussi, bah, comment dire? Tes émotions, qui prend aussi, bah, tes succès, tes échecs, qui le vivent aussi avec toi. Heu, Peut-être pas de la même manière, mais qui le vivent à leur manière, peut-être aussi forte que toi tu penses le vivre. Enfin, voilà, il faut aussi prendre en compte ça, les gens qui t'entourent. Et quand tu es jeune, tu prends pas tu c'est pas que tu t'en fous, mais tu es focus sur toi et tu t'en rends pas compte. Par contre, quand tu Tu te rends grandis, même pas compte. Ouais, c'est ça. non, tu t'en rends pas compte. C'est après quand tu grandis, en fonction du métier que tu fais, en fonction, bah, tu vois, de ta vie et des gens qui t'entourent, qui peuvent aussi te dire les choses parce que quand tu es un enfant ou quand tu es plus jeune, on te le dit pas forcément, en fait. Enfin, Mmh. ils peuvent le penser, mais toi, comme tu es encore mineur et que tu es dans ton truc, on te le dit pas ou on t'en parle pas forcément. Donc toi, tu as des œillères et tu es dans ton truc et des fois, tu peux peut-être avoir des paroles qui blessent auprès de tes proches ou quoi, mais tu t'en rends pas compte parce que toi, tu es dans ton truc et que tu que ton objectif en tête, ton goal et tu vois rien d'autre, en fait et tu fais tout pour l'atteindre, sans pour autant faire attention aux autres. Mais c'est vraiment pas, heu, c'est pas volontaire, en fait, tu vois? Enfin, moi, c'est comme c'est ma Ces définition caractéris après, ces caractéristiques-là de concentration, de perfectionnisme, de jusqu'au boutisme, tout ça, c'est quelque chose que tu as eu depuis que tu es toute petite? Ou c'est venu en grandissant? non, non, ça enfin, Tu en tout saurais- cas, moi, C'est peut-être une question difficile. non, mais j'ai toujours été comme ça, en fait. C'est quand, tu vois, même quand j'étais dans le judo, fallait que je gagne tout le temps, fallait que enfin, tu vois, j'avais l'objectif de j'ai un combat, je le gagne, en fait. Il y a pas de deuxième, troisième place, et quand il va, je sais pas comment c'est venu, hein, mais en tout cas depuis toujours, c'est, la rigueur, le travail. Est-ce que c'est les gens que j'ai vus autour de moi qui, tu vois, qui bossaient pour avoir ce qu'ils voulaient et que du coup tu te dis: «OK, c'est comme ça que ça marche». Peut-être, je sais pas, hem, mais je sais que ça a toujours été comme ça, tu vois? Voir tes parents bosser comme ça, tu vois? Enfin, tout ce que tu peux regarder, lire, tu vois? Ce que tu peux voir et tout ce qui peut t'influencer, te toucher plus que d'autres et ça a toujours été comme ça, en fait, de bosser, et quand tu as un objectif, tout donner pour l'atteindre et ne pas avoir de regrets, en fait. Mais ça, pour moi, ça a toujours été ancré en moi. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose ou un environnement qui a fait que? Mais en tout cas, c'était ouais, c'était, tout donner pour y arriver, en fait et sans écraser tout le monde, attention. C'est vraiment un projet perso, c'est vraiment tout donner, toi et ta personne, et tes ressources propres pour y arriver. Voilà. Ça a toujours été comme ça et est-ce que c'est mon environnement, les proches? Je sais pas. Ça, ce serait plus à eux qu'il faudrait demander ça puisque c'est eux qui ont gravité autour de moi, mais voilà, quand, je t'ai dit, quand tu es focus sur ton truc, tu fais pas tu enfin moi ça a tout pour moi ça a toujours été comme ça. Après, je peux pas te dire Ouais. si,
il y a eu un élément déclencheur ou quelque chose. Non, mais bon, de manière générale, souvent en plus, c'est difficile de dire s'il y a eu une chose ou quoi. C'est un peu déterministe hein, de dire moi je suis comme ça parce que ça. Il y a souvent plein d'arguments. Mais tu sais, parfois, tu te rappelles de choses qui. Voilà, d'événements ou des trucs. Donc, c'est pour ça que je posais la question. J'étais curieux. Ouais, non, 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 Parce que vraiment, hein, c'est beau, je trouve, d'avoir ce drive. c'est gentil en tout cas. Mais Et après le Pôle Espoir, du coup, t'étais toujours dans cette vision. ouais, ouais, Comment ça totalement. s'est passé le processus qui t'a amené jusqu'à Nantes? Bah, j'ai cherché bah, tu sais, quand tu sors des pôles espoir, tu cherches un centre de formation. Donc, pareil, je connaissais pas du tout parce que bah, je viens pas d'une famille, tout ça. Donc, en fait, on te dit, bah voilà, si tu veux continuer, il y a des centres de formation, il y a des détections, il y a même des clubs qui cherchent. Ou tu vois, bon, moi, on n'est pas venu me chercher, hein, je vais pas te mentir, hein, j'étais pas un prospect, j'étais une bonne petite joueuse, mais voilà, j'étais pas courtisée par les grands clubs de l'époque. Voilà, c'est pas bien grave, hein, ça m'a pas empêché de faire ce que. Ça m'a pas touché déjà, parce que je savais que je voulais y arriver, donc j'ai dit bah c'est pas grave, moi si personne vient me chercher, je vais aller taper à la porte des clubs qui pouvaient m'intéresser et sur lesquels je pensais pouvoir avoir un projet sportif qui me, f- me ferait continuer d'évoluer et pas forcément me faire bencher. Donc voilà, j'ai cherché et Nantes à l'époque montait en ligue féminine, euh, le NRB, et du coup bah, j'ai été prise là-bas, donc le projet sportif me semblait intéressant pour moi, donc j'y suis allée. J'ai fait une saison et puis bah voilà, le projet sportif n'a pas abouti à forcément ce que j'espérais ou les attentes que j'avais pour ma progression personnelle. Et du coup, bah, après, j'ai cherché, j'ai continué de chercher et j'ai trouvé Arras. J'ai trouvé Arras où là, c'était un projet qui me convenait beaucoup plus, sportif et études aussi qui étaient toujours liées parce que voilà, quand tu cherches un projet, tu as toujours bah, les parents qui te disent on reste sur la ligne de directive qu'on s'était dit, c'est le basket, oui, mais il faut qu'il y ait un cursus scolaire qui soit en adéquation avec ça. Donc voilà, il y a eu Nantes pendant une saison et puis après il y a eu les années à Arras. Et toujours avec ce focus de je veux y arriver, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, la ligne directrice, c'était le projet sportif en fait. C'était avoir un projet qui pouvait me permettre de progresser de jour en jour, de semaine en semaine et de saison en saison en fait, pour être une meilleure basketteuse que ce que j'aurais pu être la veille, quoi. Donc ouais, c'était ça le leitmotiv, quoi. Sans pas pour dire je veux avoir 30 minutes, 50, 30 minutes, 40 minutes de temps de jeu, voilà, avoir tous les ballons. Non, c'était pas ça. C'était mon projet perso de être chaque jour une meilleure basketteuse, chaque jour avoir une, un bagage technique, technico-tactique beaucoup plus important que la veille. Voilà, c'était à mon échelle. Tu vois, ça a été ça, tu vois. Et toujours pareil, avoir cet objectif de un jour être basketteuse professionnelle. C'était ça qui était l'objectif premier quand tu fais tout ça en fait. Enfin pour moi en tout cas. C'était vraiment cet Ouais. objectif-là et toujours pareil, je me donnais toujours les moyens d'y arriver quoi, à mon échelle. Et à ce moment-là, être coach, c'était à des centaines de kilomètres de ta réflexion, j'imagine. C'était pas du tout le but. Non, pas tant que ça, parce que tu sais, Ou tu quand avais tu peut-être. discutes un peu avec tes coéquipières, avec tout le monde, tu te dis bon bah ouais, mais qu'est-ce que tu peux faire plus tard, machin. Donc, ce qui était sûr, c'est que je voulais pas du tout être derrière un bureau 24/24, derrière un. Non, ça c'était. Je voulais faire un métier dans le sport. Alors au début, on a tous envie d'être kiné du sport, tu sais pas pourquoi, mais tu as toujours cette envie d'être kiné du sport. Voilà. Au début, c'était les prémices. Et puis,
Et puis, bah, après, petit à petit, tu te dis: «Ah, pourquoi pas coach, ça pourrait être intéressant», tu vois? Mais mais c'était vraiment des brides, hein. C'était des brides, tu parles une fois tous les, 4 mois, 8 mois, 6 mois, mais c'était pas non, l'objectif premier c'était d'abord, la carrière de basketteuse et parce que tu as toujours les parents qui te disent, «Oui alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» C'était tu sais, pour te ramener un peu les pieds sur terre, pour te dire: «Attention, les places sont chères, il y a peu d'élus», tout ça donc tu as toujours quand même, cette petite voix qui te dit, bah, «Les études quand même, parce que si tu veux faire ça, te donner toutes les possibilités de pouvoir faire le métier que tu veux plus tard et tout ça» donc mais non, non, j'avais pas du tout cette intention, d'être coach, quand j'étais en centre de formation. Enfin, c'était pas le 1er objectif clair et il y avait que ça qui était dans ma tête, c'était d'être joueuse professionnelle. C'était pas du tout, il y avait pas de double projet, non. Ça c'était pas envisageable à ce moment-là, du moins. Quand est-ce que c'est devenu envisageable? Bah, c'est devenu envisageable quand, tu ta première grosse blessure et que tu te dis: «Ah merde, mais si j'arrive pas à revenir, si j'arrive pas à revenir au niveau où j'étais avant ou et à continuer de progresser, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait?» Clairement, Ouais. c'est ça, en fait, pour ma part, qui m'a fait prendre conscience, «Merde, putain, si je reviens pas, qu'est-ce que je fais, en fait?» Qu'est-ce qui c'est et c'est la problématique, en fait, que tu te rends pas compte tant que tu ne l'as pas vécu, en fait. Parce que tu peux voir tes coéquipières se blesser, tu peux voir, des grands sportifs se blesser, mais tu te dis: «Ouais, ouais, ouais, c'est dur, ouais, c'est chaud et tout», mais tu prends pas la même tu prends pas pleinement conscience de ça tant que tu l'as pas aussi vécu, tu vois? Je pense. Peut-être qu'il y en a qui s'en rendent compte et très bien pour eux, mais moi, à cette époque-là, je m'en rendais pas compte jusqu'à ce que je le vive personnellement, en fait. Ça c'est pour dans la vie de sportif, mais en général, hein. D'ailleurs, il y a des et je lisais la semaine dernière un truc d'une personne qui parlait de créativité et elle disait on apprend soit en copiant, soit en étant confronté à un obstacle. C'est les deux façons dont l'être humain il peut apprendre. Et donc copie, C'est vrai. c'est comme tu peux regarder quelqu'un faire un mouvement et essayer de le copier, etc. Ou quand tu es face à une situation où c'est complexe et on peut t'expliquer autant que tu veux. Mais il faut faire des études parce que peut-être qu'il peut se passer ça, et nanana. Et c'est une chose de l'entendre, mais c'est autre chose de te retrouver face nez à nez avec le problème. C'est pas Ah du tout mais pareil. totalement, Donc, totalement et moi c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est que comme je disais, tu as toujours cette petite voix qui te dit: «Oui, mais attention les études et tout, bon alors attends, faut se après le bac, qu'est-ce que tu veux faire et tout?» Je dis: «Eh pour l'instant, je c'est pas que je m'en fiche, mais j'ai un objectif et c'est pas d'aller, rentrer dans une école de kiné ou aller à la fac, c'est pas du tout, c'est pas ça que je veux aujourd'hui». C'était d'être joueuse et d'être joueuse professionnelle et et en plus à cet âge-là, tu vois, tu te dis: «Ah putain, c'est bon, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire mon truc», tu vois, tu es dans ton truc et il arrive, bah, pour ma part, il arrive la blessure qui te fait passer une saison blanche et là, quand tu passes de 2-3 entraînements par jour, à plus rien, heu, la blessure en plus qui t'handicape, dans ta vie de tous les jours, hem, les gens qui enfin, tes coéquipières qui sont toujours là en train de jouer, qui sont là toujours en train de, bah, de de s'entraîner, de jouer, d'aller chercher l'objectif, du Final Four, de machin, tout ça donc et qui des fois, sans s'en rendre compte, mais vraiment sans s'en rendre compte, qui viennent te voir et qui te disent: «Oh putain, j'ai pas envie d'aller m'entraîner aujourd'hui, oh j'ai la flemme». Toi, tu es là, tu peux pas, tu bouillonnes. C'est voilà, c'est là où tu te dis: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Je perds mon temps, je me ronge, de haine, de colère, parce que je peux pas faire ce que je veux ou tu mets à profit ce temps-là, déjà pour te soigner, pour revenir, heu, mais aussi pour voilà, si, il y a toujours «et si», il faut quand même se rendre compte de, «et si tu n'arrives pas à revenir, qu'est-ce que tu fais?» hem
qu'est-ce qui se passe? Tu t'arrêtes de vivre ou tu trouves un autre objectif ou un autre chemin pour atteindre ton objectif, ton objectif. Et du coup, tu as toute cette réflexion-là, personnelle et aussi avec potentiellement les gens qui t'accompagnent durant cette blessure, euh, de savoir qu'est-ce que tu fais. Euh, à ce moment-là, j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui m'aidait dans ma rééducation et qui était là dans les moments difficiles, qui est Cécile Constanti, qui était l'assistante de Arras à l'époque, et qui du coup, j'ai pu voir aussi son métier, ce qu'elle faisait en tant qu'assistante entraîneur et tout ça. Donc c'est là où tu te dis, ouais, ça pourrait être une possibilité. C'est ouais, être entraîneur, ouais, pourquoi pas. Si j'arrive pas à revenir à mon niveau, comme je savais que je voulais rester dans le basket, ça c'était, je me vois pas faire autre chose Clair et de ma net. vie. Ouais, c'est une passion, donc je dis non, je veux vivre de ma passion. Mais tu te dis, ok, si c'est pas basketteuse professionnelle, comment tu peux vivre de ta passion? Euh, et c'est là où tu vois, tu sais, quand tu discutais, quand tu étais un peu plus jeune, enfin plus jeune, les années précédentes, tu te disais, ouais, pourquoi pas entraîneur? Tu te dis, ah, ok, bah ouais, entraîneur. Et puis là, j'avais l'occasion d'avoir quelqu'un qui faisait vraiment ce métier-là, tu vois, où tu voyais, tu étais dans les inside un peu, tu vois, où tu voyais comment ça se passait et tout ça. Et tu voyais ça, tu te dis, ah ouais, ok, ça c'est. Ouais, ouais, ça me botterait bien. Transmettre, savoir toi ce que tu as appris euh, pour être la basketteuse que tu étais à cette époque-là, de dire, bah ouais, moi tout ce que j'ai appris, j'ai envie de passer le flambeau. En fait, tu te dis, ouais, ça m'intéresserait de passer le flambeau. Euh, et du coup, tu te renseignes, voilà, sur ce qu'il faut faire, pas faire, tout ça. Et en même temps, tu continues ta rééducation et tu continues voilà, de vouloir revenir parce que tu as toujours quand même cet objectif de vouloir être basketteuse professionnelle, mais tu tu élargis ton champ de chemin pour atteindre ton objectif et tu te dis, bah ok, ouais, si c'est pas possible, j'aurais au moins commencé à faire ça et je m'engouffrerais dans cette voie-là, quoi. Ouais, je trouve ça vachement beau parce que quand tu discutes avec des gens sur comment ils sont devenus entraîneurs, ce genre de choses, il y a plein de mots qui sont utilisés, mais le premier, c'est très rarement transmettre. C'est-à-dire que moi, j'ai pu parler avec beaucoup de coachs depuis enfin, ça fait longtemps que, voilà, sans forcément faire des podcasts, je parle avec des coachs. Ces mots-là, ils viennent souvent de gens qui sont profs de sport à l'origine. Donc, c'est le métier de transmettre et qui sont devenus entraîneurs parce qu'ils aimaient le basket et parce qu'ils aimaient transmettre. Mais de gens qui sont pas nés dans ce milieu-là et qui après deviennent entraîneurs, ils viennent entraîneurs pour le côté professionnel, parce qu'ils ont des connaissances qu'ils veulent profiter, parce que c'est une passion, etc. Mais passer le flambeau, l'expression que tu as utilisée, transmettre, rendre ce qu'on m'a donné, c'est rarement les mots qui sont employés en premier. Et je trouve que c'est vachement beau parce que c'est noble comme mission. Après, je savais pas Et que c'était pas les premiers mots qu'on expliquait, mais ouais, pour moi en tout cas, c'est la définition de l'entraîneur et que ce soit à tous les niveaux. C'est-à-dire que moi, pour avoir eu la chance de travailler avec des grands entraîneurs, c'est ce que tu vois en fait. C'est ce que tu vois, t'emmènes les joueurs de manière individuelle dans un projet collectif pour être performant et pour voilà, gagner des titres, te maintenir, voilà. Mais c'est un accompagnement du quotidien en fait. Enfin, pour moi, ce métier-là, on a la chance de faire un métier où il y a beaucoup de liens humains. Et on va pas se mentir, tu passes plus de temps avec ces gens-là qu'avec ta propre famille, avec ton conjoint. Donc en fait, c'est un métier qui est beau, alors tout n'est pas beau et rose, hein, parce que les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas du tout. Euh, mais en tout cas, que ce soit dans des moments difficiles ou dans des beaux moments, tu crées du lien avec des gens, tu accompagnes des basketteurs, des basketteuses euh, à différents moments de leur vie.
des prospects, des anciens qui sont en fin de carrière, des basketteurs qui n'ont pas encore éclos, des basketteuses aussi qui n'ont pas encore éclos. Et ça, c'est quelque chose que je trouve beau et que si tu te dis que tu as pu leur apporter ne serait-ce que 1% ou 0,5% ou 0,001% de ce que tu sais ou de ce que tu crois savoir du moins pour leur apporter quelque chose dans leur bagage basket, bah, c'est une victoire. Enfin, pour moi, c'est comme ça que c'est vraiment ma définition personnelle de la chose. Il y a, en toute humilité, hein, je suis personne pour dire quoi faire, comment faire et tout ça. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et quand je vois bah, des joueurs ou des joueuses que j'ai pu côtoyer euh, devenir peut-être entraîneur après, ou tu vois, à faire une belle saison qui suit après, ou tu es toujours en contact avec eux et que toi, tu leur dis bravo, félicitations, je suis contente pour toi et tout. Et que l'année précédente, bah, tu les as accompagnés dans ce projet-là, dans leur propre projet, et que bah, tu es content de voir qu'ils réussissent en fait. Parce que tu te dis, bah, c'est peut-être pas grâce à toi, mais tu es content d'avoir pu partager leur route et avoir fait un bout de chemin avec eux pour voir ce qu'ils sont devenus. Et ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est un peu le leitmotiv de ce que moi je veux faire en tant qu'entraîneur du moins. Donc voilà, avec toute humilité et voilà, tout le travail encore que j'ai encore à faire, puisque je suis encore au tout début de ma carrière. Donc voilà, c'est quelque chose qui, moi, me motive à chaque fois que j'ai un projet sportif dans lequel je suis engagé, quoi. Donc ouais, c'est quelque chose Mm. qui est très enrichissant et qui est très satisfaisant personnellement, quoi, de voir que tu peux aider quelqu'un à accomplir son rêve. Pour moi, ça n'a pas de prix, ça. Donc ça fait du bien, en tout cas, de voir que tu peux y contribuer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et même si pas du tout, bah t'es quand même... Enfin, peut-être que les gens que t'as accompagnés, pour eux, t'as rien fait, mais c'est pas grave, hein. C'est chacun prend la dimension comme il veut, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que... Moi, quand je me dis, ouais, il a réussi, je suis Ouais. content d'avoir croisé son chemin, tu vois, je suis content d'avoir pu bosser avec, ce joueur, ce joueur-là, ou ces entraîneurs-là, tu vois, t'es content. T'es content d'avoir pu un jour croiser la route de ces gens-là. Donc c'est cool. Et puis toujours de rester un petit peu en contact avec eux, c'est toujours sympa, quoi. Ouais, pour toutes les raisons que tu as citées, bon, déjà le fait qu'être entraîneur, c'est aussi enseigner, éduquer. On n'est pas pour rien que parfois on utilise le mot éducateur et pas seulement entraîneur, que ce soit dans les niveaux formatifs ou des niveaux professionnels. Mais comme tu disais, au final, même si c'est pas forcément technique ce que tu peux apporter quand tu croises la vie de gens et que tu partages tellement, parce que c'est toute la partie qu'on ne voit pas à la télé, mais c'est tous les C'est ça. voyages, tous les entraînements, tous les moments difficiles, tous les moments où voilà, ben, tu es dans le dur et tu es là pour cette personne-là, que ce soit parce que pendant l'entraînement ou que ce soit parce que il a un problème, le joueur ou la joueuse, avec son conjoint, avec ses enfants, ou parce que je sais pas, sa voiture elle est tombée en panne. C'est tous ces échanges, toutes ces émotions. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Quand on parle Non, mais d'émotion, c'est on parle ça. pas juste de victoire, de défaite, c'est tout ce qu'il y a autour dans le partage qui est magnifique. C'est tous ces échanges humains et je dirais même plus, c'est que oui, on transmet en tant qu'entraîneur, mais j'ai beaucoup plus reçu des entraîneurs avec qui j'ai bossé et même des joueurs avec qui j'ai travaillé ou avec qui j'ai vécu des saisons. Et ça, ils s'en rendent peut-être sûrement pas compte, mais c'est tellement... Enfin, t'apprends autant que tu donnes, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais si aujourd'hui Ah si, j'ai aussi très clair. enfin, ces croyances et ces connaissances, c'est aussi grâce aux joueurs et aux joueuses que j'ai côtoyés, et ce, à n'importe quel âge, que ce soit sur des joueuses de centre de formation ou sur des joueurs professionnels ou des joueuses professionnelles. Je pense qu'ils se rendent pas compte aussi de l'impact qu'ils ont sur... Enfin, moi en tout cas, je ne pense pas que les joueurs et les joueuses que j'ai côtoyés ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont eu aussi sur ma réflexion en tant qu'entraîneur et sur ce qu'ils m'ont apporté.
de leurs connaissances. C'est-à-dire que quand tu échanges avec eux, comme tu dis, heu, les joueurs et les joueuses ont un bagage, technico-tactique, et de terrain que tu perds au fur et à mesure quand tu es entraîneur parce que tu n'es pas sur le terrain, même si tu es sur le terrain sans être sur le terrain. C'est pas toi qui prends la balle, qui dit, qui fait la passe, qui prend le tir, qui prend la dernière décision. Mais, en échangeant avec eux, tu apprends énormément aussi et ça te permet aussi d'avoir un feedback sur toi, ton expérience, ta philosophie, tes croyances. Te dire: «OK, ouais, si lui il me dit ça, s'il a vécu comme ça, OK, je vais prendre cette information-là, je vais l'intégrer moi à ma philosophie, voir un peu comment je peux adapter le truc». Ou qui justement t'apporte une autre piste par rapport à ce qu'ils vivent sur le terrain en temps réel sur la saison que l'on vit, parce qu'on n'a pas le même filtre de perception des choses, heu, parce que enfin il y a le coach doit avoir doit avoir une vue d'ensemble, l'assistant aussi doit épauler le coach, et avoir aussi cette vue d'ensemble pour qu'ils puissent échanger, même s'ils ont pas peut-être des fois on n'a pas forcément la même opinion, enfin la même, les mêmes croyances ou les mêmes, les mêmes idées, mais on a tous ce point commun, que ce soit les joueurs et l'entraîneur à ce moment-là dans une saison, c'est, d'avancer dans la même direction pour performer et atteindre les objectifs, que le coach a fixés en début de saison sur, ses objectifs, les axes de travail, de progression de chacun et en fait, voilà, on va tous au même endroit et il faut qu'il y ait cet échange-là, entraîneur-assistant, entraîneur-coach, non pardon, entraîneur-joueur pardon et joueur-assistant en fait. C'est tout cet échange-là humain qui fait que, bah, tu progresses en tant qu'être humain, tu progresses en tant qu'homme, homme et femme et c'est hyper enrichissant et comme tu dis, c'est aussi des fois, bah, tu vis des moments de vie incroyables. Quand tu un de tes joueurs qui t'annonce: «Bah, je vais être papa», c'est génial. C'est génial quand, tu es là, il vient d'être papa, enfin, tu vois, tu vois tout ça, même des moments plus durs que plus tristes personnellement, bah, tu es là pour le joueur, enfin, c'est des choses, que tu vis pas dans tout forcément dans tous les corps de métier donc c'est assez intense comme métier et c'est pas cyclique, en fait. C'est que tu as des rebondissements tout le temps, que ce soit sur le plan sportif, que sur le plan, personnel, sur le plan relationnel avec les gens et je trouve que c'est beau, en fait. C'est beau de enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est un métier privilégié de faire ça. Qui a son lot aussi d'aléas Ouais. et de côtés un peu plus difficiles. Mais pour moi, il y a quand même plus de bons côtés, heu, que de côtés difficiles à faire. Dans tout corps de métier, je pense qu'il y a rien n'est simple. Mais en tout cas, c'est un métier, qui est fabuleux. Que tu le vives en tant que sportif de haut niveau ou que tu le vives en tant qu'entraîneur de haut niveau. C'est c'est un métier privilégié et beau parce que tu fais rêver les autres, mais aussi, bah, tu rêves toi aussi, peut-être pas au quotidien parce qu'il y a des moments où, bon, voilà, quand tu fais un entraînement pas top, c'est pas le rêve, mais c'est quand même un métier où tu as plus d'avantages et tu vis de plus de «bonnes choses» entre guillemets sur tout le spectre, sportif et relationnel Ouais. que de mauvais, à mon sens. Ça te fait rêver à toi par rapport à qui tu es et ce que tu as vécu et ce Ah que tu as envie totalement. de transmettre. Ah oui, C'est ce bah, qui te moi je parle que, c'est en connaissance de enfin, pour moi, hein. Après je dis pas que tout le monde doit penser comme moi ou pense comme moi, hein. Ça c'est vraiment moi comment je ressens les choses non mais quand j'ai décidé de faire ce métier-là. Je savais aussi dans quoi je m'embarquais, les points forts et les points faibles, parce on m'a clairement prévenu aussi. On me dit: «Attention, entraîneur, c'est pas un métier de rêve, hein, il y a beaucoup de il y a beaucoup de enfin, c'est ta famille, tu la vois beaucoup moins que tes joueurs et ton président, tes dirigeants,
Tu es amené à faire le tour de la France, le tour, et pour les plus chanceux, le tour du monde. Voilà, il y a des aléas à prendre en compte, il y a des points à prendre en compte, voilà. Par contre, quand tu as tous les tenants et les aboutissants, tu y vas ou tu y vas pas. Bon, bah, moi Mmh. j'ai décidé d'y aller quoi, donc voilà, mais en connaissance de cause, enfin en ayant toutes les cartes en main, en me disant: «OK, bah, faudra pas que je me plaigne après, quand ça se passera pas comme je le veux» ou voilà. Non, mais après, c'est toujours pareil. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Tu disais, tant qu'on n'est pas confronté à la situation, tu peux savoir ce qu'on te raconte de ce que c'est que d'être coach. Tant que t'es pas confronté à la difficulté, tant que tu sais pas ce que c'est, la pression des résultats, la difficulté d'être au quotidien tout le temps, les frictions qu'il peut y avoir, parce que souvent t'entends des trucs dans les journaux, ah bah dans tel vestiaire, ils se sont poussés, ils se sont battus, nanana, mais enfin c'est pas possible. Mais quand tu es à pleine intensité comme ça tous les jours, quand tu es fatigué et tout, parfois les émotions font que ça frictionne et c'est comme ça. Ça fait partie d'une vie de groupe et après on les gère comme des adultes Non, mais c'est et ça. toutes ces parties-là, bah, t'es pas confronté, tu peux pas comprendre ce qui se passe vraiment. Et donc, et après tu choisis, mais c'est ta passion à toi et tout ce que ça t'apporte qui fait que toi, pour toi, c'est le meilleur choix possible. Non, mais bien sûr et puis, de toute façon, ça fait partie de enfin, c'est comme dans tout domaine, dans tout, corps de métier, même dans la vie, tout n'est pas tout beau, tout rose tout le temps, en fait et le fait qu'il y ait, des frictions ou qu'il y ait des échanges un peu plus tendus ou enfin, ça fait partie de la vie, ça fait partie aussi de comment tu es enfin, ça fait partie du process pour évoluer, pour grandir, pour, enfin, encore une fois, on va tous au même endroit quand on fait ce enfin, on a tous ce même objectif, heu et voilà, il y a des fois, bah, peut-être on dévie du chemin et il faut peut-être ces frictions-là pour revenir sur le bon chemin. C'est pas pour autant que enfin, on a le droit de pas être d'accord. C'est-à-dire que quand tu es, quand tu as tes briefings, tes réunions avec ton entraîneur ou avec ton staff, en général, il y a des fois, on est tous d'accord et des fois, tu ne l'es pas. Mais ça ne veut pas dire que, tu dois prendre mal la chose quand on prend pas ton opinion en compte. Heu, le rôle de l'assistant, c'est d'être force de proposition, enfin, la définition que j'ai de l'assistant du moins, c'est d'être force de proposition pour le coach. Il y a des fois, il va prendre en compte ton opinion, mais des fois non, parce que c'est lui qui est sur le devant de la scène, c'est lui qui va devoir rendre des comptes à la fin, aux dirigeants, enfin à la presse, enfin tu vois? Donc c'est lui qui prend la décision finale. S'il prend pas ta proposition ou ton avis en compte, à ce moment-là, faut pas enfin, moi je vais pas le prendre mal parce que c'est lui le patron au final, il y a la hiérarchie, ça aussi. Mais ça t'empêchera pas de proposer autre chose, enfin de proposer, soit la même chose, soit autre chose sur un autre dans un autre contexte. C'est mais c'est comme ça qu'on avance aussi et s'il prend pas en compte ton opinion, bah, tu réfléchis aussi pourquoi, il le prend pas en compte et tu te dis et quand il te dit pourquoi, tu te dis: «OK, ça a du sens, pas de souci», et toi aussi ça t'apporte aussi de l'eau à ton moulin et te dire: «Ah, beh, j'avais pas aussi forcément réfléchi à ça aussi». Donc il y a des fois, c'est des bons choix, des fois, c'est des mauvais choix. Des fois, il va prendre en compte ton choix, c'était pas forcément le bon et bah, là, voilà aussi, ça fait partie du truc et enfin, non, mais voilà, hein, enfin, de toute façon, ça se saurait si on donnait un bouquin et on dit: «Voilà, alors s'il y a ça, tu fais ça, ça marche à tous les coups». Bah, Ce serait pas la drôle. beauté Ce serait bah, pas non, drôle. mais la beauté de notre sport, c'est que tout est possible et on voit de tout. On voit qu'on peut faire tout, on peut faire plein de choses pour gagner un match donc c'est ce qui fait aussi la richesse de notre sport, c'est ce qui fait aussi qu'il y a, de multiples philosophies, qu'il y a de multiples, enfin, comment dire? Manières de coacher, qu'il y a chacun a ses influences, enfin, c'est chaque coach a sa philosophie, a sa manière de faire c'est ce qui fait que, bah, quand tu regardes, tu t'inspires de un peu tout, tu pioches un peu partout pour toi aussi te créer ta propre identité. Chaque identité de coach, heu, fait aussi la beauté de notre sport, ce qui fait qu'il y a des interactions, qu'il faut battre l'autre, enfin, c'est ce qui fait que notre sport aussi, il évolue
ces dernières années de manière assez exponentielle sur beaucoup de choses. Donc, parce que tout le monde veut apporter sa pierre à l'édifice, tout le monde a le cerveau un peu en ébullition pour apporter autre chose, soit revenir sur des basiques, soit tendre sur des choses qu'on n'avait pas forcément vues auparavant. Mais c'est tu vois, chaque match est différent, chaque chose est différente. Enfin, toi, tu le vois bien au quotidien quand tu fais tes différents podcasts, tes différentes analyses. Tu vois qu'il y a des choses encore aujourd'hui. Enfin, moi, j'apprends encore au quotidien, hein, même là. Quand je regarde, je dis: «Ah ouais, j'y avais pas pensé», je prends mon petit carnet, je note, enfin je prends en compte, je capture la vidéo, je la garde dans mon truc parce que tu te dis: «Bah, ça va pouvoir te servir plus tard si tu te» enfin on a une richesse, on a des connaissances et des richesses qui sont incroyables, en fait, donc c'est top, c'est top et c'est pas prêt de s'arrêter, je Ouais, pense, donc c'est ça qui est tu encore, vois, non, non, ça s'arrêtera probablement jamais d'ailleurs. bah, tant Tu mieux! vois, ce que tu racontes, ouais, tant mieux, tant mieux que ça s'arrête pas. Mais ce que tu racontes, ça me fait penser à. J'avais regardé le film qui a fait beaucoup parler, Le Stratège, Moneyball, sur l'histoire des Oakland Athletics en baseball voilà, et comment ils ont rationalisé les choix de joueurs et comment traiter le sport. Et donc je m'étais dit, mais c'est marrant, pourquoi on peut pas faire ça au basket? Et donc j'avais lu un article sur ça qui disait, non mais le baseball c'est un contre un, et il y a un mec qui lance la balle et tu peux la taper ou pas. Et en fonction de comment il la lance, tu peux la taper. Les probabilités sont un peu moindres. Sur un terrain de basket, sur un demi-terrain, c'est-à-dire sur 14 mètres, encore, on joue sur 7 mètres sur 12 mètres, quoi. On est 5 contre 5. Il y a des gens qui bougent partout, dans tous les sens. Il y a tellement, tellement, tellement de paramètres que c'est un sport avec une complexité qui fait que mathématiquement, statistiquement, on est incapable d'avoir ce niveau de précision. Et probablement, on l'aura jamais. C'est ça qui est magnifique. Parce que, tu vois, on parle de complexité, on apprend toujours des choses. Il y a eu un moment dans le basket où on a complexifié plein de trucs, dans les systèmes, voilà, c'était tout long, machin. Et on est en train de revenir aux origines, en tout cas de ce que je vois, la plus grand coach en Euroleague a de la simplicité à, tu vois, juste, ok, bah, au lieu de faire un système, machin, si je veux faire sortir un shooter, au lieu de faire 4 écrans, des trucs, des machins, des biscuits, bah non, je vais juste m'arrêter, lui faire un écran, lecture, basta. C'est marrant C'est qu'on ça. soit revenu à ça après avoir fait la complexité. Et donc, ça s'arrête, ouais, c'est parce qu'il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses que C'est ça, mais ça tu s'arrêtera le vois au jamais. quotidien et tu prends, le basket à l'instant T actuellement, tu reviens 2, 3 ans, 4 ans en arrière, ça n'a rien à voir. Et même tu peux même prendre les années précédentes, en fait. C'est déjà tu vois que, au niveau du joueur même, joueurs et joueuses confondus, on n'a pas les mêmes profils de joueurs aujourd'hui Non, qu'il c'est y a incroyable. 4, 5 ans en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui maintenant, bah, déjà il y a, Victor, Wembanyama qui lui a fait tout exploser, mais ça c'est un cas encore, exceptionnel. Tu vois, bah, des joueurs, de magnifiques joueurs comme lui qui révolutionnent encore plus notre sport et tu te dis: «Waouh, ah ouais, donc ça existe aussi ce genre de joueur» et c'est fabuleux parce que ça te repousse encore plus dans tes retranchements en tant que coach, en tant que même joueur. Enfin, c'est qui aurait dit qu'on aurait pu avoir un joueur, un magnifique joueur comme ça, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans auparavant, enfin, voire même plus, 20 ans auparavant si tu veux. C'est Là, tu vois, il y a des joueurs, enfin, c'est fabuleux, en fait et tu te dis, enfin et même sans parler forcément de Victor, c'est des joueurs que enfin, tu vois bien qu'il y a rien que le poste 5 a énormément évolué. Les postes intérieurs ont évolué, enfin, il y a plein de choses qui, si tu prends les années précédentes, enfin, les 5 ans auparavant, 10 ans auparavant, on n'aurait pas enfin, il y aurait pas eu toute cette avancée-là et le jeu n'aurait pas, évolué là-dessus et c'est ça aussi qui fait que, bah, c'est fun aussi pour les entraîneurs de se dire: «Ah ouais, OK, maintenant avec des joueurs comme ça, tu t'amuses. Tu t'amuses aussi, enfin, les joueurs s'amusent, mais toi aussi tu t'amuses à les mettre dans les meilleures dispositions, à tenter des choses, à avoir des systèmes de jeu ou des principes de jeu qui évoluent aussi, qui
où tu prends du plaisir encore plus à te dire, parce que si tu fais, s'il n'y avait pas eu autant d'évolution, est-ce que aussi le métier d'entraîneur aurait été aussi plaisant? Je ne sais pas, je peux pas te répondre, mais en tout cas, le fait qu'il y ait toujours cette constante évolution de notre sport et des acteurs qui font partie de ce sport, c'est fabuleux parce que ça te pousse dans tes retranchements et t'apprends de jour en jour. Et pour moi, quand je vois ça, je me dis, mais en fait, toute ma carrière, j'apprendrai en fait. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que tu es toujours à la recherche de nouvelles choses qui vont t'apporter de l'eau à ton moulin pour être un meilleur entraîneur, pour être un meilleur transmetteur, une meilleure boîte à outils pour le joueur en fait. Donc c'est cool. Enfin, moi, c'est ça qui me motive et que je trouve ça hyper enrichissant. De toujours apprendre des autres, des entraîneurs, des joueurs, et voir même, comme tu dis, tu regardes, t'as regardé le stratège, voir d'autres sports, regarder, ça, tu peux dire, ah, ça peut être une idée ça, de prendre ça, de voir, de le retransmettre dans ton sport avec ses composantes, les composantes de ton sport, avec l'idée que tu as vue dans un autre sport, ça peut être, tu te dis, ah, pourquoi pas, pourquoi pas, enfin, il y a des choses qui peuvent se raccorder. Et tu vois, ce que tu racontes, ça me fait penser, juste parce qu'il y a eu une légende du foot français, Juste Fontaine, qui est mort il y a pas longtemps. Mm. Et j'ai réentendu une interview de lui où il lui demandait, mais comment vous avez fait pour marquer 13 buts à la Coupe du Monde? Et il leur a répondu, bah, j'ai fait du basket. Ils ont dit, mais quoi? Incroyable. Et ben, moi, j'ai fait beaucoup de basket. Parce que le foot, c'est très bien, mais il y a aussi, pour marquer, un besoin de se démarquer. Et au foot, c'est facile de se démarquer. Au basket, c'est le sport pour apprendre à se démarquer. Tellement il y a peu d'espace pour recevoir la balle et qu'il y a tellement de joueurs en mouvement, c'est vraiment difficile. Et donc, mon école à moi, qui m'a aidé à mieux me démarquer au foot, c'est le basket. Voilà. Cette C'est vrai. citation m'a fait sourire. Ah, mais bah, il a raison en soi. Après, enfin, c'est top de dire ça. C'est comme, c'est un peu plus anecdotique et c'est un peu plus fun, mais il y a des années de ça, François Gomez qui fait une touche de rugby à Tarbes, sur une touche fond. En soi, il n'y a pas marché. Enfin, réglementairement, il n'y a pas marché. Il y a Il avait rien. Mais sifflé c'est, marcher l'arbitre, je me rappelle. oui, mais enfin, après, je peux comprendre que l'arbitre, il ait été pris de court parce que, enfin, tout le monde a dû être pris de court quand tu vois ça en direct, de voir Isabelle Yacoubou qui porte ici sa rando comme ça pour marquer. Et là, tu te dis, mais et ça vient d'où ça? Bah, ça vient juste du rugby, porter, bam, bim. Bon, bah maintenant il y a une jurisprudence, tu peux pas le faire, mais si ça avait été accepté, enfin, il y avait rien réglementairement parlant, il y avait rien de, il y avait pas de faute, enfin de choses à siffler, mais c'est vrai que comme c'est quelque chose qui te tombe comme ça du ciel, bon bah voilà, tu hop 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 hop, c'est la porte ouverte un peu à tout, mais c'était juste la petite anecdote qui était un peu fun et qu'on parle encore aujourd'hui de temps en temps, mais c'est vrai que voilà, tu vois, ça c'était inspiration rugby quoi. Bon, choix qui n'a pas été payant malheureusement, mais qui était très 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 drôle à faire et franchement, j'aurais aimé y penser, ça aurait été vraiment très fun, tu vois, faire ça, ça aurait été très très drôle. Non, mais dans les méthodes de créativité, une des méthodes qu'il y a, c'est qu'est-ce que font les autres et comment moi je peux l'appliquer à mon sport ou à ce que je fais. C'est ça. Et c'est tout simple, hein. Mm. Et bah, c'est des façons d'implémenter des choses, quoi. Et c'est aussi, tu parlais de ton rôle d'assistant tout à l'heure, qui est d'apporter des choses au coach. Mais on peut en parler d'ailleurs, parce que peut-être que pour les gens qui sont spectateurs, ou même pour les entraîneurs, mais qui sont à un niveau de formation, qui sont peut-être pas dans le niveau professionnel, parfois ça peut être bizarre de voir des gens assis en costard. Alors il y a un mec qui crie, qui est sur le banc, et il y en a d'autres derrière qui sont assis. Alors parfois c'est avec une plaquette, parfois c'est avec une tablette, machin, on les voit écrire, on les voit bouger, on les voit aller parler, on se demande mais qu'est-ce qu'ils foutent? Euh, Et Alors, des fois même bon, t'as parlé et tout des à l'heure fois de ta vision. t'es pas sur le banc, t'es derrière le banc ou t'es un peu plus en hauteur. Il y a des fois enfin, tu vois, comme tu dis, t'as ceux que tu vois sur le banc, mais il y a des fois t'as d'autres gens qui travaillent
pour toi qui sont peut-être pas dans la salle, qui sont peut-être devant leur écran, qui sont peut-être aussi juste derrière ou dans la salle, qui font autre chose. Mais ouais, il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire en fait c'est c'est un métier qui est riche, heu et il y a énormément de choses à faire en fait. Donc tu peux tout faire. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites alors concrètement? Ah Raconte-nous, bah, donne-nous les secrets. on fait beaucoup de choses, hein. On fait beaucoup de choses en fait, tout Bah, dépend de je ce sais. que tout dépend en fait de ce déjà, il peut y avoir plusieurs, problématiques, enfin problématiques, il peut y avoir plusieurs, visions. C'est-à-dire que soit il y a ton coach, il y a le coach et l'entraîneur. Et on voit que bah, maintenant, il y a de plus en plus de staff élargi. Donc, il peut y avoir plus d'un assistant. Donc, en fait, il peut y avoir, il y a plein de- enfin, il peut y avoir plusieurs méthodes de travail en fonction des coachs. Euh, la première directive, c'est que ben, déjà, le coach, il va établir les axes de travail, les axes de progression, les objectifs de saison. Déjà ça c'est lui qui met en place tout ça et de là après il en découle, bah, aussi tes missions en tant qu'assistant. Tu peux en avoir plusieurs, tu peux, faire, de la vidéo, tu peux faire, de la préparation physique, tu peux faire, du travail individuel, tu peux être, en charge par exemple, de l'attaque, tu peux être en charge de la défense. En fait, tout va dépendre, de ce que le coach a besoin, de ce que le coach, veut, heu voilà, il y a plein de choses. Moi, je me suis retrouvée à faire pas mal de choses, en fait, sur les différents postes que j'ai occupés, heu et j'ai jamais forcément fait, toujours la même chose. Bon, j'ai quand même fait tout le temps de la vidéo, mais il y a des fois, je faisais que ça. Des fois, je faisais aussi du travail individuel, et même des fois, tu peux être potentiellement amené à prendre des séances, en charge entièrement, enfin parce que des fois, le coach, il a des prérogatives autres. Voilà, ça peut arriver de temps en temps. En fait, tu es amené à faire plein de choses. Mais la première mission que tu as, d'épauler le coach et de l'aider à atteindre les objectifs qu'il avait fixés en début de saison. Voilà. Après, ton panel de missions dépendra vraiment de ce que le coach a besoin et aussi du nombre d'assistants qu'il y a dans ton staff. Voilà, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais il y a tellement de choses à faire en fait que tu peux faire beaucoup de choses en fait. Tout dépendra de ce que le coach attend. Non, mais, Mais tu as énormément de non, mais travail de l'ombre aussi, tu vois? C'est-à-dire que, ouais. on regarde pas, quand tu es sur le banc, tu regardes pas le match comme si tu étais devant ton écran géant ou si tu étais dans la salle avec ton paquet de popcorn, tu vois? Ou avec tes amis. Tu es dans l'analyse constante, tu as une mission que le coach il peut te donner, comme, prendre des statistiques en direct, sur des points qu'il t'a donné à faire, je sais pas, un ratio balles perdues, assist, le nombre de balles perdues, le nombre de rebonds que tu laisses. Enfin, c'est des petits trucs comme ça qui font que bah, tu l'as vu dans la semaine où tu as des choses que tu dis bon voilà, aujourd'hui je veux qu'on fasse attention à ça, qu'on soit focus plus sur ça. Et voilà, toi ton job, bah ok, pendant le match, tu fais ça. Tu fais la commande que t'a demandé le coach. Tu peux lui donner les chiffres en temps réel. Euh, Tu peux lui donner soit à la fin en fonction de ce qu'il te demande. Des fois, il demande juste pour la fin du match. Des fois, toi, ça te donne une directive et tu peux aller. Bah, c'est là où des fois on voit les assistants se lever pour parler au coach en plein, quand il y a un arrêt de jeu ou même en plein jeu des fois, sur des tips, des conseils, des petites alertes qu'il nous a demandé de lui faire pendant le match parce que bah, quand tu coaches, t'es focus et des fois bah, tu t'oublies pas, mais t'es pas en alerte sur ce que tu as demandé à Non, l'assistant et mais c'est ce qui fait tu que passes du à coup, côté. voilà. Et en fait, l'assistant, il est fait aussi bah, pour te décharger un peu, il est fait aussi pour décharger le coach de tous ces petits tips mentaux, tu vois, pour qu'il soit vraiment focus sur le plan de jeu, sur ce qu'il a travaillé toute la semaine. Et toi, tu es là pour lui, un mémo, lui rappeler, ah, ok, vas-y, là, tu peux lui dire, ou si tu as vu, tu dis, ok, fais attention, là, c'est ça ce qu'on avait vu cette semaine. Tu es vraiment là pour l'épauler, pour lui donner toutes les solutions possibles et pour que bah, on remplisse l'objectif de gagner le match, gagner l'accession au play-off, voilà, enfin, tu es là pour faire le travail de l'ombre, pour connaître aussi, bah, si tu as fait le scouting vidéo, bah, savoir
quand il se retourne, il dit: «Mais c'est quoi, 4?» Bah, 4 c'est, un floppy, 4 c'est, Iverson qui va être 4, c'est ça, OK. Donc bah, lui, OK, il sait et ça lui il dit: «Ah oui, c'est bon, je sais, je vois» et voilà, toi, ton rôle, c'est d'avoir, heu, de lui faciliter un maximum, ses prises de décision, son travail, d'entraîneur principal, en fait. C'est de lui apporter, tout ce que lui, il a besoin pour performer, le jour J, à l'entraînement, la semaine et tout ça, quoi. Donc c'est un vrai un travail, assez, consistant et encore plus quand on est 2 en fait, enfin, quand il y a le coach et l'assistant, en fait. Donc c'est là où voilà, tu es obligé d'avoir, cet échange-là vu que, beh, dans ton bureau, tu es 2 et on est 2 à échanger et à s'aider pour atteindre l'objectif que le coach a fixé en début de saison, quoi. Et du coup, ça m'amène à ma question d'après, c'est comment tu te prépares pour un métier qui dépend tellement des coachs? Parce que tous les coachs sont différents, tu l'as dit un petit peu, tous les coachs demandent des choses différentes. Euh, c'est pas forcément facile au départ d'arriver et de se dire, bon, alors, par quoi je commence, coach? Qu'est-ce que je fais? Il faut construire une relation de confiance avec un entraîneur, avec aussi toute la relation qui est un peu particulière de je viens t'aider, on est tous dans la même galère parce qu'on veut tous arriver au même objectif. Par contre, s'il y a un problème, le fusible, c'est toi, c'est pas moi. Ouais, mais ça c'est la partie que j'aime pas du tout ça. C'est ouais, parce que pour moi, non mais en vrai, c'est peut-être, enfin, je le dis encore une fois, c'est moi et mon ressenti, c'est que, bah, tu es aussi fautif que le coach, en fait, au final, parce que tu bosses avec lui. Tu bosses avec lui au quotidien, donc tu as fait partie des décisions, avec lui. Donc moi, c'est ça, c'est la partie la moins fun, en fait. C'est quand ça arrive, c'est très compliqué, c'est très compliqué à gérer, mais avant d'en arriver là, tu fais tout pour aider le coach, en fait, et bah, tu l'écoutes. Quand il t'engage, tu l'écoutes, tu observes, tu poses des questions. Tu poses des questions pour répondre vraiment pour avoir tous les tenants, les aboutissants sur ce qu'il attend, sur ce qu'il veut, et c'est aussi en l'observant et en l'écoutant que tu comprends sa philosophie, tu comprends sa manière de travailler, tu comprends ce qu'il attend, et voilà. Et le but, c'est en ayant posé toutes ces questions-là, en ayant posé, enfin en ayant pris tout en compte, tout ce qu'il t'a dit, et en ayant vu voilà sa manière de travailler, bah, qu'après tu tentes d'anticiper, toutes ces attentes pour le futur, en fait. Et travailler avec différents coachs, c'est intéressant parce qu'ils ont chacun sa philosophie, et tu échanges avec eux et tu apprends énormément de leurs expériences quand tu es au bureau. C'est des moments privilégiés et enrichissants de savoir, bah, quand tu échanges sur, bah, quand il te dit ce qu'il a vécu à ses débuts, ce qu'il a vécu à telle saison, quand c'était, difficile ou quand même c'était des moments d'euphorie, qui te partagent ces expériences-là. C'est des puits de savoir, en fait, qui t'amènent de l'eau à ton moulin et qui te disent: «Punaise, c'est génial», parce que, il te le retransmet déjà avec passion, quand il te l'explique, et en plus, tu as de la chance de pouvoir avoir ces échanges-là. C'est-à-dire que c'est pas forcément des échanges qu'il pourra avo qui des pardon, des échanges qu'il pourrait avoir avec des gens qu'il croiserait, dans la salle, tu vois? C'est vraiment des moments privilégiés qui te font grandir aussi en tant qu'assistant et qui te permettent aussi, bah, du coup, d'anticiper ses futures demandes parce que tu sais qu'il a vécu ça, tu sais qu'il a dû faire ça pour y remédier, et du coup, toi, ça te permet d'aussi noter, bah, les petits signaux qu'il a rencontrés à ce moment-là, de dire, bah, si on rencontre ces signaux-là, tu dis: «Attends», tu lui rappelles, tu dis: «Ouais, tu te souviens ce que tu me racontais et tout?» Il dit: «Ah OK, c'est bon, j'ai». Et en fait, le fait d'avoir bossé avec plusieurs entraîneurs qui venaient de 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 cultures différentes, parce que, bah, quand un coach français, c'est pas aussi pareil qu'un coach étranger, et c'est enfin, moi, je suis vraiment reconnaissante d'avoir travaillé avec tous ces coachs-là. Heu, c'est J'aurais pas rêvé mieux pour un début de carrière, en fait, d'avoir le privilège de travailler avec tous ces coachs, qui m'ont énormément apporté, en tant que personne et en tant qu'entraîneur. Donc ça te per justement, tous ces échanges-là, ça te permet de faire évoluer tes propres convictions, de faire évoluer tes
tout ton mode de pensée, ou tu vois, de t'apporter vraiment des choses pour que toi, le jour où un jour tu pourras te lancer, bah, tu auras eu la chance d'avoir ces échanges-là, tu auras eu la chance de bosser avec ces gens-là qui t'ont donné l'opportunité de t'exprimer, qui t'ont donné aussi l'opportunité de te faire des retours. Euh, Moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir des entraîneurs qui m'ont dit, qui m'ont fait des retours sur quand je faisais des bonnes choses, quand je faisais des mauvaises choses, pour me faire avancer et être un meilleur entraîneur, une meilleure personne aussi, parce que bah, tu vis plus souvent avec l'entraîneur qu'avec tes proches, qu'avec tout ça, parce que tu es tout le temps au quotidien avec eux, tu pars en déplacement avec lui, enfin, c'est des choses, avec l'équipe, avec tout le monde, en fait, ça devient limite ta première famille, tout ça, en fait. Donc, c'est hyper enrichissant, Ouais. et le fait d'avoir vu différents entraîneurs, ben, ça t'apporte aussi un bagage conséquent pour pouvoir aider le prochain entraîneur avec qui tu vas bosser. Et l'une des premières qualités aussi que, pour moi, qui est vraiment très très important et sur lequel c'est mon pilier, c'est mon socle, c'est la loyauté. Du moment où moi je m'engage avec un coach, on y va ensemble à la vie, à la mort, tu vois. Et le jour, et malheureusement, comme je disais au début, s'il y a mort, pour moi, je suis tout aussi fautif que lui, en fait. C'est des moments que tu ne souhaites pas du tout vivre, parce que quand ça arrive, c'est, 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 c'est- moi je le vis pas super, je le vis vraiment pas bien, et parce que j'ai l'impression d'avoir aussi manqué à ma mission, mais je dis, mais pourquoi lui et pas moi? Alors oui, c'est le coach principal et tout ça, mais on est une équipe. S'il échoue, j'échoue. S'il réussit, je réussis. Et c'est là où tu es dans une position qui est assez délicate aussi, parce que bah ouais, tu fais le taf de l'ombre, tu es l'assistant. Mais moi, en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu des choses qui se sont mal passées, je l'ai autant pris pour moi. Même si toi, on te touche pas ou quoi, mais à vivre, c'est toujours aussi compliqué à vivre. Parce que moi, je suis entière, et que quand il y a une déception, quand il y a un échec, bah, il y a pas de, moi, je rejette pas la faute sur les gens, c'est ma faute aussi. Et voire même plus, parce que tu te dis, putain, mais je l'ai pas vu, j'ai pas vu ça, j'aurais dû le voir, j'aurais dû lui dire, tu vois, ou c'est, 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 on en revient toujours au fait de perfectionniste, putain, je l'ai pas vu, Perfectionniste. ouais, et tu t'en veux parce que tu te dis, putain, mais je l'ai pas vu, quoi, j'aurais dû le voir, et tu t'en veux parce que tu te dis, bah, ça se trouve, c'est de ta faute. Et encore une fois, je parle vraiment de moi, pas de, enfin, c'est vraiment mon vécu personnel. Voilà. Donc, Ouais. tu te dis, putain, genre, j'aurais dû dire ça, mais à cet instant-là, tu l'as pas, la clé. C'est après, c'est après que ça a fait, tu dis, eh punaise, si j'avais su. Ouais, mais si tu savais, tu l'aurais pas fait, et tu sens, enfin, ça c'est le serpent qui se mord la queue, mais voilà, c'est des choses pour lesquelles, voilà, ben, tu fais tout en amont pour éviter que ça arrive. Et surtout, le point clé, c'est vraiment une loyauté sans faille, en fait. Voilà, c'est pour moi, à chaque fois que quand j'ai cette mission, c'est le coach. Tu parles avec le coach, voilà, tu lui dis clairement, voilà, il y a loyauté, vie, mort, tout ça, voilà, c'est vraiment quelque chose, moi, où je mets un point d'honneur à chaque fois, quand j'arrive, je le dis. Parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et si j'ai pas ça, bah, c'est comme je disais au tout début euh, du podcast, c'est que je pourrais pas me regarder dans un miroir après si je suis pas droite dans mes baskets, et si je vais pas à fond dans le truc. Si je vais pas à fond, je me sentirais trop mal, et ça, c'est pareil dans mon métier d'assistante, d'entraîneur, quoi. Donc voilà, Ouais. c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets un point d'ordre personnellement. C'est vraiment loyauté, et on y va ensemble, on vit ensemble, on meurt ensemble, quoi. Comme tu l'as C'est des dit, situations. généralement, c'est dans le duo ou dans le groupe, il y a toujours c'est toujours une seule personne qui saute.
Et c'est des moments que tu ne souhaites pas du tout vivre. Moi, ça a été mes pires moments de vivre. Quand j'ai dû le vivre, c'est pas cool, quoi. C'est vraiment pas, c'est pas top. Ouais, c'est déchirant et souvent en plus c'est. Enfin, pas bien parler de manière générale, mais euh, ouais, on avait fait une vidéo récemment sur les équipes qui gagnent, c'est quasiment tout le temps celles qui ont de la continuité. Quand tu regardes les moyennes de l'expérience avec un club d'un coach qui gagne, c'est incroyable. C'est les qui gagnent au bout d'un an ou 2 ans, ça arrive quasiment jamais. C'est tout le temps sur de la longueur que tu arrives à construire des choses. Mais c'est rare d'avoir des clubs et des dirigeants qui séparent le process et le résultat, quoi. Et si ça gagne pas, bah hop, allez hop, dehors. Alors que c'est les résultats, c'est un mélange de tellement de choses. Tu vois, je prends un exemple tout bête. On a Ibon Navarro qui a gagné la Coupe du Roi avec Malaga. Son club d'avant, c'était Andorre, qu'il a fait passer d'un club moyen qui faisait Ligue 2, enfin entre la première division et la deuxième division, en un club qui a fait l'Eurocoupe, qui a été super bien placé, qui a fait demi-finale de la CB, etc. Il y a eu une année où, parce qu'ils ont des moyens moins forts, ils ont un peu sous-performé, ils étaient pas bien. Plutôt que de continuer de croire en le process, parce que ça arrive parfois quand t'as pas de moyens, tu signes un joueur, ça se matche pas bien, etc. Ça peut arriver. Et plutôt que de continuer de confier dans le process, ils lui ont coupé la tête. Résultat, ils sont descendus. Lui, il a trouvé un club avec Malaga et il a tapé Madrid, Barcelone et Tenerife, les 3 meilleurs clubs d'Espagne. Donc, c'est pas tout le temps comme ça. Mais parfois, il y a des mythes de parce qu'on va virer quelqu'un, ça va mieux se passer. Alors que, bah, au contraire, c'est le process. Le process qui est écrit là, d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'il est là. Qui fait que Très belle tu arrives à pancarte, des en tout résultats. cas, j'aime beaucoup. Pas mal. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Non, mais bien sûr, mais non, mais t'as raison, Euh, mais j'ai l'impression que ça commence un peu à évoluer, ça aussi. Alors peut-être c'est avec le recul que je vois ça, mais j'ai l'impression que on essaye quand même d'éviter, enfin, du moins ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on essaye d'éviter ça, les sièges, le siège éjectable. Peut-être que je me trompe, euh, mais Non, mais si, si. en tout cas, j'ai l'impression que ce soit dans le basket ou dans d'autres sports, j'ai l'impression on essaye justement d'éviter ce genre de process éclair, parce qu'on a vu que justement il y avait des longs process qui marchaient. Alors est-ce que ça va continuer ainsi ou est-ce que c'est juste une période de latence où ça bouge pas? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse à ça, Non, et mais en puis, tout cas j'ai l'impression que quand même on essaye justement, enfin ces derniers temps, ça tend à ce que les projets soient beaucoup plus longs et qu'on mette pas les entraîneurs sur un siège éjectable. Mais encore une fois, peut-être que je me trompe en sans, disant ça. non, mais sans compter tout ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a un autre truc dont on parle jamais aussi, mais c'est que si tu vires quelqu'un, eh ben, il faut lui payer son salaire. Et avec tout ce que ça implique derrière, de masse salariale, de machin, voilà, et il y a des clubs qui ont coulé, hein, comme ça. Ah, Et non, ou en tout cas, certains qui ont même été pas trop loin. non, non, mais c'est malheureux quand ça t'arrive, quand Vas-y, ça vas-y. arrive, ce genre de. On le souhaite pas du tout. Enfin, la mort d'un club, enfin, tu vois, c'est des choses où, surtout quand c'est des clubs historiques, tu te dis, t'as pas envie de vivre de choses comme ça. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, déjà, les clubs réfléchissent à deux fois sur qui ils veulent engager pour que justement les profils entraîneurs et dirigeants matchent aussi. Ou tu vois, enfin, du moins que ça matche avec la philosophie du club ou les objectifs que les dirigeants ont. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça tend plus à être sur des projets longs et sans pour autant que ce soit les chaises musicales et qu'au final, bah, tu vois, tout le monde soit perdant dans l'histoire. J'ai l'impression qu'au contraire, on essaye d'apprendre de ça et qu'aujourd'hui, bah, alors peut-être que je suis très, très naïve, mais j'ai l'impression qu'on essaye justement d'éviter, ce qui est probable aussi, mais qu'on essaye d'éviter ça, qu'on essaye d'éviter justement de changer de coach à tour de bras et tout ça. Donc j'ose espérer que les projets du moins ou les contrats qu'ils font euh, peuvent aller jusqu'au bout. Après tu reconduis pas, ça c'est autre chose.
Mais éjecter en cours des saisons, déjà, c'est on a vu aussi que c'était pas forcément des choix hyper payants, hein. Pas tout le temps, ça arrive, hein, attention, mais c'est un tu jettes aussi Comme un petit tout. peu une pièce en l'air, tu vois? Tout dépend de qui tu recrutes, tout dépend du temps, enfin, il y a trop de paramètres pour savoir si ça va marcher ou pas, donc voilà. Mais en tout cas, j'ose espérer on va tendre vers, voilà, où quand on engage un coach, ben, on le laisse aller au bout de son process, pour qu'il puisse amener, tout ce qu'il doit amener. Parce qu'une saison, c'est long et c'est court à la fois, hein. Tu des fois, tu te dis: «Punaise, en fait, sur ta feuille, tu as marqué tout ce que tu voulais faire et au final, tu arrives à la fin de saison, tu as dit: "Punaise, j'ai fait la moitié, ou j'ai pas été au bout de ce que je voulais faire", donc du coup, bah, tu dois le faire la saison d'après si tu arrives à avoir ton groupe. Aussi, c'est pareil, hein. C'est d'avoir un groupe aussi que tu peux garder, plus d'une saison parce qu'on voit aussi beaucoup les chaises musicales au niveau des joueurs aussi, hein. Et je vois. Donc c'est Ouais. c'est tout Ouais, un mais process, c'est hein, difficile de garder les d'entraîner gens. et de pouvoir, garder ce enfin, c'est pour ça que c'est pas simple, hein. Et c'est pour ça que c'est fort de voir les entraîneurs, qui arrivent à faire ça et je suis admiratif de ça parce que, bah, c'est un objectif aussi, de voir que arriver à ça, à faire Ouais et à amener ton projet d'entraîneur au bout, c'est c'est fabuleux, enfin, c'est top, c'est l'objectif de tout entraîneur. Donc voilà, avec, un groupe que tu as construit de bout en bout, que tu peux garder, avoir un noyau solide, que tu voilà, que tu ajustes, en fonction des saisons et tout ça, mais c'est on en revient toujours au lien humain et aux liens que tu crées et au projet, heu, sportif et humain que tu mets autour, en fait. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. C'est et qui fait la beauté de notre métier. ouais, parce que les résultats, ils arrivent, il y a tellement de paramètres, tellement de choses. Et d'ailleurs, c'est un truc que je trouve intéressant chez toi, c'est que tu as fait d'autres choses autour de juste des connaissances d'entraîneur tactico-techniques qui sont une chose et qui est bien sûr primordiale et important. Mais en plus, tu es allé faire des études de préparation physique, de scouting vidéo, parce que bah, c'est des éléments qui, en tant qu'entraîneur, si tu comprends pas des choses basiques sur la réalisation d'un joueur, sur comment faire en sorte de moins blesser les joueurs, voilà, par rapport à la charge mentale, comprendre comment ils sont, comprendre, bah, forcément, t'entraînes un peu moins bien. Il y a tellement de domaines maintenant de préparation mentale, de nutrition, de préparation physique, etc., que plus t'es calé sur des domaines, plus t'es capable de comprendre tout l'écosystème qu'il y a autour de l'équipe. Et bah, ouais, c'est une belle démarche et j'imagine que ça fait partie du projet pour toi pour construire à terme euh, la Jade qui bah, sera entraîneur parce que j'imagine que c'est le but à terme. Oui, tout à fait, c'est le but à terme. Après, voilà, comme tu as dit, c'est que, j'ai fait des études, je continue encore de me former, actuellement, parce que je veux déjà, je suis une boulimique de travail. C'est que si je travaille pas, je me sens pas bien. Donc, si enfin, j'ai besoin de toujours, heu, avoir de nouvelles connaissances, voir de nouvelles choses. J'ai besoin de Perfectionniste. ouais, j'ai besoin en fait d'avoir, alors sans pour autant me noyer sous toutes les informations, mais j'ai besoin voilà, de voir ce qui m'entoure, de voir ce qui se fait ailleurs, de voir, comme tu dis, c'est voilà, même si j'ai des diplômes, j'ai des diplômes en préparation physique, heu, ça me permet parce que je me dis: «Bah, tu sais pas aussi de quoi est fait demain. Est-ce que tu voudras pas faire ça plus tard?» Enfin, ou tu vois, tu voudras pas changer radicalement, tu sais pas. La vie aujourd'hui nous montre que tout est possible et que, bah, des fois, tu as aussi, peut-être, un jour, si c'est plus possible, bah, de pouvoir te retourner. Hem et du coup, le fait d'avoir ce diplôme de préparation physique aussi, ça te permet de voir aussi, bah, de connaître mieux, bah, ton corps, le corps des athlètes, voilà, d'avoir tout ce process. Même si c'est pas toi qui es en charge de la préparation physique, au moins tu vois. Tu vois, et tu laisses le métier de préparateur physique au préparateur physique, ça c'est hyper important. Mais au moins tu comprends ce qu'il fait, tu vois, tu dis: «OK, OK, ouais, OK». Et c'est avoir des connaissances, ça te permet de comprendre les choses, sans intervenir. Attention, ça c'est vraiment important, c'est chacun a son métier, chacun a ses missions. C'est pas parce que tu as
tous ces diplômes-là que tu dis: «Ah mais moi j'aurais fait ci. Ah non, mais moi je comprends pas ça. Non, mais non, fais pas ça, fais ci». Non, non, tu as ta mission, c'est ta mission. Si c'est pas cette mission, bah, tu changes. Tu prends cette mission-là, mais enfin, pour moi c'est important ça. C'est pas parce que tu as des connaissances que tu dois Ouais, aller pointer du doigt ou tu vois dire, non. Parce que peut-être que lui, il a vu quelque chose, il connaît quelque chose que toi tu ne connais pas et tu pas légitime pour lui dire: «Bah non, c'est nul, c'est pas bon». Bah non, si tu connais pas, tu peux pas savoir. c'est important pour deux choses. Déjà, un, euh, être force de proposition dans ton rôle d'assistant. Et c'est pareil en tant que... voilà, si tu as les connaissances, toi, avec le préparateur physique, parce qu'en tant qu'entraîneur, à terme, c'est toi qui es responsable du projet. Donc, Mmh. c'est de l'échange, en fait. Hein. Simplement. Et la deuxième chose, c'est parler la même langue. Parce que si tu connais pas les concepts, si tu connais pas ton corps, enfin, le corps des gens, comment il fonctionne, bah forcément, ce que le préparateur physique il te raconte, tu parles pas la même langue. Le kiné, quand il te parle de réathlétisation, tu comprends, parles pas la même langue. Donc, c'est important d'avoir des connaissances, Non, mais totalement, simplement c'est pour ça. pouvoir ouvrir les canaux de communication. Non, mais c'est ça et puis c'est surtout que, alors aujourd'hui, ça tend vers à ce que tu aies un staff élargi. Mais quand tu il y a des clubs où moi j'ai été dans des clubs ou des projets où, bah, tu pas cette, richesse humaine. Où, bah, au final, tu as toi, et l'entraîneur ou même des fois, bah, tu peux être aussi tout seul donc en fait, bah, quand tu es tout seul, qu'est-ce que tu fais? Bah, il faut que tu fasses les choses donc plus tu as des connaissances aussi, plus ça te permet bah, d'être prêt à ça, en fait. Enfin de dire: «Bon, bah, OK, j'ai des connaissances dans ça donc en fait, bah, tu fais ça, ça». OK, si tu as pas de connaissances, bah, tu vas chercher cette connaissance-là au final. Heu, mais ça, ce que je te parle là, c'est vraiment quand tu pas de moyens, enfin, quand dans ta structure, malheureusement, tu n'as pas forcément des moyens humains ou des moyens financiers qui te permettent d'avoir, tout ce que tu veux en tant qu'entraîneur ou ce que l'entraîneur, il ait besoin d'avoir tout ce qu'il veut. Donc au final, moi, je me suis dit, quand j'ai commencé, je me suis dit: «Bah, écoute, si j'ai plusieurs casquettes», parce qu'à l'époque, il y avait pas encore tout ce qui était staff élargi et tout ça, je me suis dit: «Bah, si j'ai plusieurs casquettes, ça peut être intéressant aussi déjà d'une part pour moi, pour mes connaissances, pour comme tu dis, parler le même langage, et pas me retrouver, qu'est-ce qu'il dit ou je comprends pas» et au final d'avoir, des connaissances qui me permettent de pouvoir, m'adapter à toute situation possible et comme je t'ai dit, bah, un jour, si un jour je décide de changer, bah, que je me retrouve pas qu'avec, un domaine de compétences sur lequel j'excelle et après je dis: «Bah, tout recommencer». Si ça doit arriver, ça arrivera, hein. Mais au moins, tu vois, je sais que comme c'est dans le métier du sport que je veux faire, je me suis donné les moyens d'aller chercher, toutes les connaissances que je pouvais avoir et qui pouvaient se présenter à moi, heu, à certains moments de vie, en fait. Donc voilà, mais c'est important pour Hmm. moi d'avoir des connaissances et voilà et aujourd'hui, bah, tu vois, en préparation physique, bah, je m'occupe depuis maintenant, 10 ans de Marie-Ève Pagé, au quotidien, quoi. Donc voilà, c'est des choses, qui me permettent d'aussi de voir autre chose et de pas être dans ce mode cyclique. Ça apporte aussi pas mal de choses. Et de toujours rester, en contact sur, bah, les domaines de compétences, plein de choses en fait, tu vois? Sur les innovations qu'il peut y avoir dans la préparation physique, et voilà quoi, donc et pareil dans le scouting vidéo, bah, il y a plein de choses qui arrivent, des nouveaux logiciels, des méthodes de faire, voilà, donc c'est enfin un métier qui est en total renouvellement à chaque fois, qui est en ébullition à chaque fois sur beaucoup de choses et le fait d'avoir ce panel de diplômes et de connaissances, c'est toujours intéressant et quand tu as l'opportunité de pouvoir les faire et le temps aussi de pouvoir les passer, bah, il faut pas hésiter. Enfin moi en tout cas, j'hésite pas parce que du coup, bah, c'est du temps que tu mets à profit pour toi, mais aussi pour les futures personnes avec qui tu vas bosser. Donc c'est hyper intéressant, je trouve. Hmm. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est même passionnant. Et d'ailleurs, parce que il y a un des trucs aussi qu'il faut dire, c'est que c'est quand même compliqué le monde d'entraîneur. C'est un monde fermé, dans le sens où quand je dis fermé, c'est qu'il y a un nombre de spots figés. Si on prend les deux premières ligues qui sont les ligues la ligue professionnelle, bah, il n'y a pas spot à volonté d'entraîneur. Il y a un stock qui est forcément plus grand que, enfin,
la demande est supérieure à l'offre, donc c'est Mhm. difficile de faire sa place, surtout quand on est jeune, surtout quand on essaie d'exister. Et puis voilà, je trouve ça intéressant maintenant parce que toi, tu es dans cette année où tu as une année entre guillemets blanche pour pouvoir avoir du temps pour toi. Donc c'est aussi dans cette optique-là de dire, ok, bah, maintenant que j'ai ce temps-là, comment je le m'approprie, sur quoi je travaille pour pouvoir me développer en tant que personne et faire des choses que j'ai pas le temps de faire pendant la saison qui est épuisante et où tu as la machine à laver tout le temps parce que tu penses au prochain match, au prochain entraînement, au prochain C'est truc. ça. Et que tu n'as pas le temps de te développer et d'aller chercher ce que toi t'as dit que tu voulais faire, c'est-à-dire toujours apprendre des choses, ce qui n'est pas forcément aussi facile quand tu es en saison. Ah, totalement, totalement. Surtout que bah, quand tu es en saison, déjà, tu as des missions qui te sont données. Euh, mais en plus, tu as aussi tous les aléas d'une saison qui arrivent en plus, en fait, qui se greffent. Donc, tu es dans une constante machine à laver. Même quand entre l'intersaison, bah, voilà, entre quand tu changes de club, quand tu es dans le même club et que tu dois faire le recrutement, enfin, tu vois, où tu es avec le coach, le recrutement, tout ça, préparer la saison d'après. Donc, au final, tu es perpétuellement, tu es dans une machine à laver ou dans un cycle où bah, tu as la tête dans le guidon, tu fonces, tu fonces, tu fonces. Et du coup, bah, quand tu as ce temps-là, euh, tu fais déjà un bilan sur, bon voilà, où est-ce que tu en es et où est-ce que tu veux aller. Où est-ce que tu en es, point fort, point faible, ce qu'il faut que tu développes pour après, ben voilà, sur le prochain chapitre de ta carrière, qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller et tout ça. Et, et du coup, entre-temps, quels sont les moyens que tu vas mettre en place pour préparer tout ça et ben voilà, gommer un peu, enfin, du moins combler tes lacunes, t'améliorer et voir bah, être une meilleure personne et un meilleur entraîneur pour le prochain chapitre de ta carrière. Donc tu fais ce bilan-là dans un premier temps. Et après, bah, voilà, tu y vas. Et moi, durant ce temps-là, bah, du coup, moi, je fais une formation fédérale. Euh, ce qui permet bah, que tu restes en contact avec des entraîneurs, vu que tu es dans une promotion. J'ai la chance d'être dans une promotion fabuleuse avec des super personnes qui sont beaucoup dans l'échange, qui viennent de milieux différents. Donc ça, c'est génial, c'est une super culture et en plus, on s'entend super bien. Et des formateurs aussi qui sont top, qui sont là, qui sont force de proposition, qui te donnent beaucoup de billes, qui sont vachement dans l'échange et qui apportent aussi d'autres entraîneurs durant les présentiels, vu que tu vas un peu partout dans toute la France. Donc voilà, t'es en constant, tu apprends, tu échanges, pareil, on est toujours dans ce process-là, mais pas en saison, donc c'est encore plus intéressant parce que euh, tu vois d'autres problématiques que tu ne pourrais pas avoir, que tu ne pourrais pas forcément parler dans ta saison parce que ben, c'est ce qui te préoccupe le plus quand tu es en pleine saison avec ton coach et ton équipe. Donc voilà, c'est les échanges avec des nouveaux entraîneurs sur différents thèmes sur lesquels tu te questionnais aussi, sur voilà, sur bah, quand tu fais un bilan, bah, tu dis bah voilà, ça il faut que j'ai un peu plus de billes. Donc tu poses des questions, tu prends des notes, tu regardes, tu observes. Et entre-temps aussi pareil, bah, moi je suis quelqu'un qui est vachement dans l'échange avec les assistants et les entraîneurs avec qui j'ai pu bosser. Donc voilà, bah, durant cette saison-là aussi, bah, de temps en temps, on s'appelle les uns les autres et on se demande des nouvelles, on discute, voilà, on parle un petit peu, voilà, sur. Alors, eux, ils ont un temps un peu plus restreint, vu qu'ils sont en saison, mais au final, tu as beaucoup d'échanges avec des gens qui te demandent de tes nouvelles aussi, donc c'est cool, et du coup, bah, t'échanges, et voilà, c'est beaucoup. C'est ces temps-là où tu prends un peu du recul, tu vois ce qui te manque, tu essayes de combler ces lacunes-là ou tu vois, d'améliorer aussi certains points où tu dis ouais, ça, je peux encore faire mieux. Notamment sur la vidéo, je bosse pas mal sur toutes mes fenêtres de rapport et de codification. C'est peut-être un peu chinois ce que je dis là, mais je me dis ok, comment je peux être plus performante si je dois repartir sur de l'analyse vidéo et tout ça. Ok, comment je vais être performante. Et du coup, bah, je bosse aussi sur ça à côté. Enfin, voilà. Et puis tu vas voir des matchs, tu vas voir plein de matchs. Parce que au final, là, c'est quand même mieux d'aller voir des matchs en vrai que derrière ton écran, forcément. Donc, tu vois, tu vis le match différemment que quand tu es sur le banc. Même si des fois, le naturel revient forcément un peu au galop. Donc, quand tu regardes un match, tu ne regardes pas comme quelqu'un de lambda ou de fan.
même si des fois sur certains matchs tu regardes le match de manière très fanatique, mais tu as toujours ton côté-là d'analyste, d'entraîneur qui reprend vite le dessus, aux grandes dames des gens qui sont avec toi, qui regardent le match, qui sont des fois un peu dépassés, mais ça, c'est le côté un peu fun, un peu drôle, donc voilà, c'est cool. Mais ouais, non, c'est pour perdurer et tout ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. C'est-à-dire que franchement, là, même si j'ai un temps off, il est pas si off que ça en fait au final, parce que je fais que bosser tous les jours. Il y a Ouais. pas, c'est une autre machine à laver, mais c'est une machine à laver pour te préparer pour un futur projet sportif. Donc c'est tout aussi enrichissant, et moi ça me galvanise en fait. C'est pas, je le prends vraiment comme une belle opportunité de pouvoir être encore meilleur, et pour pouvoir être une meilleure personne et un meilleur entraîneur pour les futures personnes avec qui je vais bosser. Donc ça, c'est un luxe. C'est vraiment, moi, je le prends vraiment comme un luxe, et je suis vraiment chanceuse. Je me sens vraiment chanceuse de pouvoir faire ce que je fais là actuellement, pour pouvoir repartir de plus belle la saison d'après. Donc c'est vraiment c'est du travail, de la patience, mais vraiment ça vaut le coup pour la suite. Donc je suis vraiment reconnaissante de ce temps que j'ai là pour être, euh, pour être une meilleure personne. Et c'est quoi du coup les objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme est-ce que tu y as déjà réfléchi? J'imagine que oui. Oui, j'y ai déjà réfléchi, mais là aujourd'hui je prends ce temps-là pour moi, déjà pour voilà, vraiment construire comme je veux les choses. Je suis pas quelqu'un qui aime trop clamer haut et fort ce qu'elle veut faire, mais en tout cas, voilà, j'ai mon process pour l'instant. Pour l'instant, il est en cheminement Le process. tranquillement. Et voilà, on en revient toujours à ce mot, le process, mais le process, il est en cours. J'ai mes objectifs. Mon objectif final, c'est d'être un jour voilà, coach professionnel, clairement. Et aujourd'hui, je construis ce cheminement avec ces objectifs-là, et c'est aujourd'hui encore en construction. Donc voilà, je peux pas forcément trop te dire les choses parce que je les construis encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voilà, Ouais, c'est c'est normal. l'objectif final, c'est vraiment d'être coach professionnel, voilà, à, à long terme. Donc voilà, maintenant je me laisse le temps et les choses à mettre en place pour arriver à ce process-là. D'où le fait de beaucoup de travail et beaucoup de patience. Et d'ailleurs, un des sujets dont on a déjà parlé, mais c'est par rapport à voilà, bon, le fait que le milieu soit fermé, etc. Mais toi, il y a un truc qui est... Voilà, voilà, toi, tu as décidé de t'imposer et d'avoir d'aller travailler chez les garçons. Ce qui, voilà, il n'y en a pas en compte sur les doigts d'une main, hein, les filles qui sont dans le monde professionnel du garçon. Alors, bon, j'en profite pour faire un petit coucou à Lauriane, qui est entre Moi guillemets, aussi la d'ailleurs. pionnière. C'est un peu le mot qui est utilisé maintenant. Voilà. Moi, Mais je sais qu'en plus, pour moi, c'est la vous taulière en avez des France. relations. Pour moi, c'est la taulière en France. Aujourd'hui, je sais que si j'ai pu avoir Ouais. les opportunités que j'ai eues, c'est parce qu'elle, avant, elle a fait un travail de titan en amont. C'est, c'est grâce à elle tout ça. Et comme tu dis, j'ai la chance de pouvoir la connaître un petit peu. La dernière fois que j'avais sauté son anniversaire, la pauvre, je pense qu'elle a pas dû voir mon message, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de pouvoir échanger. C'est depuis que j'ai commencé, qui est vraiment dans le partage, dans l'échange. Et c'est vraiment, moi, je lui souhaite vraiment de continuer la carrière qu'elle fait, parce que franchement, pour moi, elle continue de faire avancer les choses et de faire bouger les choses, et c'est top. Et même en tant qu'entraîneur, je trouve que ce qu'elle fait, c'est fort, et je lui souhaite vraiment que le meilleur. Donc voilà, j'espère qu'elle va elle va continuer comme elle fait là, et parce qu'elle le mérite, et elle bosse pour, en tout cas. Donc c'est sans ce qu'elle a fait, sans son travail qu'elle a fait jusqu'à présent, et même avant ça, j'aurais jamais pu. Je pense que j'aurais jamais eu l'opportunité de rentrer dans ce monde masculin avant tout ce qu'elle a fait en fait. Parce que c'est elle qui a vraiment fait bouger les choses en France.
pour les femmes du moins, donc c'est top et elle continue encore de le faire, donc franchement, c'est un grand respect à elle et de toute façon, pour avoir échangé avec elle, c'est tout ce que je pense, donc voilà, mais encore aujourd'hui, moi, je suis admirative de ce qu'elle fait et elle en est et je pense qu'elle a pas encore tout montré vraiment de ce qu'elle est capable de faire, pour le basket français, donc c'est cool, c'est cool. Ouais, parce que quand on engage des gens, en théorie, normalement, ça devrait être basé uniquement sur la compétence, le reste n'étant entre guillemets que peu important. Mais bon, c'est pas comme ça. C'est encore, il y a des gens qui ont des réticences Ça avance quand même. Franchement, voilà, à engager une femme. ça Oui, ça oui, ça avance. mais Ça ça avance avance. et Ça avance grâce à Lauriane, ça avance grâce à d'autres, ça avance parce que bah, de plus en plus, il y a même des dirigeantes également. Et puis c'est une manière de penser. Et puis plus il y en a, plus ça inspire aussi. Parce qu'il y a un truc aussi qui est super important, c'est que pour des jeunes filles, des jeunes adolescentes, des jeunes enfants, de voir des référentes pour elles, ça les pousse aussi à se lancer dans des carrières qui bah, auraient pu paraître inaccessibles il y a quelques années. ouais, tout à fait, mais après, on a aussi une belle influence, outre-Atlantique, où on voit quand même qu'il y a de plus en plus de staff NBA, qui recrutent des anciennes joueuses de WNBA qui sont très compétentes, qui sont passées aussi par les facs, et qui aussi continuent aussi, en parallèle aussi leur carrière de joueuse l'été, hein, vu que la NBA c'est toute l'année et la WNBA c'est l'été, donc il y a des joueuses qui font partie de ces staffs-là, comme Christy Toliver, et d'autres. Mais non, non, on a eu cette influence. Il y a eu cette influence-là outre-Atlantique. Il y a aussi Liz Mills, qui fait aussi beaucoup avancer la cause sur le continent africain, qui a fait des belles performances et qui continue encore de le faire, et qui aussi, pareil, est beaucoup dans l'échange et qui montre que la compétence, que le basket est une question de compétence. Mais je pense vraiment que ça change. Enfin, ça tend à. Moi, en tout cas, je l'ai jamais vécu, en fait, ce genre de choses. Enfin, moi, j'ai toujours parlé de compétences et on m'a toujours parlé de compétences. Alors, est-ce que c'est mon côté naïf et très euh, entraîneur et tout ça qui fait que je ne l'ai pas vu? Peut-être, je ne sais pas, je peux pas répondre à cette question, mais en tout cas, je ne l'ai jamais vécu. Je n'ai jamais ressenti le fait que j'étais une femme dans le milieu-là. C'était plus une question de compétences. Voilà. Et j'ai plus ressenti le fait que j'étais jeune, parce que je suis arrivée très tôt dans le milieu et de nulle part, entre guillemets. Donc j'ai plus ressenti le fait que je sois jeune que le fait que je sois une fille. Donc voilà, je peux pas trop te parler de ce genre de choses parce que je ne l'ai pas vécu. Mais en tout cas, Non, mais c'est moi je vois qu'il y a beaucoup de choses qui changent et beaucoup de choses qui évoluent dans le bon sens, et que les mentalités voient plus la compétence que qui on a en face de soi, en fait. Et ça, c'est très réconfortant pour l'avenir de nos sports, parce que au final, quand on discute avec les joueurs, pour eux, ils te parlent plus de compétences qu'ils s'en fichent de qui ils ont en face de soi, tant que la personne en face d'eux, elle parle le même langage qu'eux et qu'elle leur donne ce qu'ils ont besoin. C'est tout ce qui leur importe. hmm. Moi, en tout cas, jamais eu de problème, jamais eu vécu de discrimination par le fait que je sois une femme. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est grâce à des gens comme Lauriane, comme Becky Hammon, comme Liz Mills, comme d'autres. Si je devais toutes les citer, on serait encore là pendant une heure, parce qu'il y en a énormément qui commencent à se faire connaître. Valérie Garnier, qui arrive dans le milieu masculin, c'est aussi, voilà, c'est quelque chose de costaud, et qu'elle fait bien. Donc voilà, c'est bien, c'est bien pour l'avenir, et voilà. Et encore une fois, on parle de compétences. Tant que la compétence est là, peu importe qui on est, voilà, le jour où il y aura plus de compétences, ben voilà, ce sera le temps de dire au revoir. Mais aujourd'hui, s'il y a de la compétence,
tu peux avoir qui tu veux en face de toi tant qu'il t'apporte, ce que tu veux sportivement et au niveau humain, ça a peu d'importance de savoir avec qui tu bosses. Voilà, c'est pour moi, je le vois comme ça, actuellement et je trouve que Ouais. voilà, c'est comme tu dis, des dirigeantes, il y a Audrey Soré aussi, il y a c'est top, c'est bien, c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses pour tout le monde et encore une fois, on parlera de compétences, pour moi, on parle de compétences et voilà, peu importe qui tu as en face de toi, c'est tant que la compétence et l'humain est là, le reste, c'est anecdotique. Jusqu'à ce que à terme, ce soit plus une nouvelle. Ou en tout cas, quand la nomination sera annoncée, ce sera pas marketé différemment. Ce sera juste une nomination. Pas juste, Ouais, mais hey, regardez, c'est une nomination. Et en plus, je suis confiante ouais, là-dessus moi parce aussi. que ça change, ça tend vers le bon sens donc voilà après il faudra aussi respecter aussi, les je respecte l'opinion de chacun, hein, mais aujourd'hui j'ai l'impression que ça tend plus vers la compétence et qu'on est sur la bonne voie. Après, seul l'avenir nous le dira, mais aujourd'hui en tout cas, les signes sont positifs en tout cas. On a traité plein de sujets. Ça fait déjà 1h45 qu'on discute. Est-ce Déjà? qu'il y a un truc auquel je peux. Déjà, ouais. Est-ce qu'il y a un truc auquel je suis passé à côté dont tu veux parler? Euh, Ou est-ce que tu as Non l'impression qu'on a traité pas plein de sujets? non, non, on a tel comme tu dis, on pourrait encore parler des heures, mais non, je pense Oui. qu'on a balayé tous les sujets, que tu voulais aborder, après non, non, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Je voulais juste te remercier, de m'avoir sollicité parce que, comme je t'ai dit au début, je dis: «Mais on va parler de quoi?» parce que moi j'ai dit: «Mais moi je suis pas en saison là, je suis dans mon coin, je bosse», je dis: «Pourquoi?» mais en tout cas, c'était un très bel échange, c'était un très bon moment passé, avec toi et sur un bel échange et du coup, bah, je voulais te remercier, pour cette petite parenthèse très intéressante et très enrichissante, pour ma part. Voilà. Ouais, ouais. Ben, merci à toi d'avoir accepté. C'est ça, c'est le backstage, mais oui, t'as pas voulu au départ. Mais parce que, mais voilà, pour moi, c'était intéressant de faire parler, voilà, quelqu'un comme toi qui a une expérience à toi, avec, t'as grandi et t'as un caractère, tu vois, de joueuse professionnelle. J'ai voulu réussir, j'ai pas réussi. Je trouvais ça intéressant. Et puis en plus, ce côté, voilà, que le milieu c'est un milieu difficile, que parfois ben, on n'a pas de travail, qu'est-ce qu'on fait, comment on se développe, comment on travaille en tant qu'assistant. C'était des sujets qui me paraissaient intéressants et que j'étais sûr que tu avais plein de choses à dire. Donc voilà, merci à toi d'avoir Ouais, accepté. moi, j'avais dit non au début parce que je me sentais pas du tout légitime et encore aujourd'hui, je me sens pas légitime par rapport à d'autres entraîneurs qui ont beaucoup de choses, beaucoup plus intéressantes que moi à raconter. Ça, c'était pour ça que j'avais dit non au début. Je dis: «Mais Ouais, je pourquoi sais, moi, quoi?» C'était, je sais. c'était plus dans ce Et, sens-là et pas et par la, rapport à ton travail parce que, bah, voilà, moi, je regarde tout ce que tu fais donc voilà, c'est cool mais en tout cas, je me suis dit: «Bah, ouais, mais moi, je suis personne». la légitimité, c'est la personne qui t'invite, qui décide de si t'es légitime ou pas. Très, très bien alors, je ne veux pas interférer là-dessus alors du coup. Non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, merci à toi en tout cas. Merci à toi et bah, écoute, je te souhaite déjà plein de belles choses par la suite parce que je trouve que ton ton process du coup est très intéressant et c'est très enrichissant de voir tous les thèmes que tu abordes, que ce soit des podcasts, des analyses. Moi, je suis très, très, très admiratif de ton travail parce que je sais le temps qu'on y passe pour faire ce genre d'analyse et je trouve ça très, très pertinent et très sympa à faire en tout cas donc non franchement j'espère que ça va se développer, comme tu le souhaites et que tu vas pouvoir faire, tout ce que tu veux entreprendre, avec cette plateforme. Merci beaucoup. Pas de